Salut. Salut Romain. Ravi de vous retrouver, après vous avoir vu sur les terrains, maintenant derrière la caméra. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de plonger dans les coulisses des championnats d'Europe de flag football à Paris, comprendre comment un tel événement a pu se construire avec toi, Jérémy, et les défis logistiques, humains, sportifs, et ce que ça représente un peu pour la France et l'Europe et pour l'IFAF avec toi, Tristan. Ça Est-ce va. que d'abord, peut-être vous pouvez rappeler qui vous êtes, à nos auditeurs? OK. Je suis heureux de pouvoir, échanger avec vous sur cet événement. Jérémy Blondin, je suis directeur du pôle expérience chez Playground. Playground, c'est une agence événementielle. Le siège est à Paris, mais on a des bureaux, un peu partout, Bordeaux, Marseille, Caen, Lausanne, Milan notamment. Et Playground a 3 cœurs de métier pour faire très court. Le premier cœur, c'est l'outdoor, on fait des courses à pied, des courses de vélo. Le deuxième métier, c'est le pôle services où là, on vient aider à l'organisation de grands événements sportifs, Roland-Garros, 24 heures du Mans, JO, et cetera. Et le troisième pôle, c'est les miens, le pôle expérience dans lequel on vient créer un événement de A à Z et accentuer vraiment sur l'expérience du coup client, spectateur et joueur. Voilà. Et donc toi, tu es le responsable de ce pôle-là et donc tu étais un peu le chef d'orchestre de l'organisation à Paris. Exactement. On a plusieurs projets, plusieurs événements et le projet FLAG du coup était le premier projet du pôle expérience puisqu'on l'a créé, au lendemain des Jeux olympiques, ce pôle. Donc on l'a créé en octobre 2024 et donc le projet de l'Euroflag pour nous était le premier et d'une longue lignée en tout cas. Du coup, pour être responsable de tout ça, tu as un petit background dans l'organisation, d'événements sportifs? Écoute, un petit effectivement, j'ai fait, pour faire court, une quinzaine de championnats d'Europe, championnats du monde. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'organiser des Europes de karaté, de judo, des mondes de jiu-jitsu, mais aussi des événements plus gros comme des Europes de handball féminin, les mondes de foot féminin en 2019 en France, évidemment les Jeux olympiques, enfin pas mal d'événements comme ça, ouais. C'est pas toujours évident de trouver des modèles économiques rentables pour les événements sportifs. Beaucoup de fédérations se cassent la gueule des fois là-dessus, j'ai nous, on accentue au maximum sur comment on peut faire vivre des belles expériences aux différentes populations, tout en trouvant les modèles économiques derrière pour que ça fonctionne pour tout le monde, quoi. Voilà. Et nous, on s'est rencontrés au tout début de ma carrière, professionnelle. C'est vrai Est-ce que ça. tu t'en souviens? C'était attends, on s'est vu plein de fois, en fait. Parce que, en fait, alors le tout premier événement, je pourrais pas te le sortir, mais en fait, on a bossé plein de fois ensemble, non? Le tout premier, c'était l'Euro 2016 au Stade Vélodrome à Marseille. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Ouais, bien joué. Ouais, Tu c'est vrai. étais, au pôle logistique. Exactement. Ah, belle mémoire. Merci, Romain de me rappeler ça. J'ai même pas parlé de d'Euro 2016 effectivement, mais j'ai eu la chance d'être à Marseille sur l'Euro 2016. Exceptionnel et je pense qu'on a vécu le match, le meilleur match de l'Euro 2016 avec le France, Allemagne de mémoire, je crois en France-Allemagne, ouais. demi-finale quand on gagne. Ah exceptionnel, exceptionnel. Après on perd en finale, donc c'est pas grave, c'est la vie, c'est le sport. Et ouais, Juste. 2016, 2019 évidemment, la coupe du monde, féminine en France C'est ça. et d'autres. Tristan, si tu peux te représenter aux auditeurs? Bah, je vais faire rapide, c'est très en vrai, j'ai toujours la chance donc, d'être en charge des opérations événementielles et développement global, donc à IFAF. On est en train donc de terminer le cycle 2025, comme on l'avait expliqué là dans l'ancien podcast qui est vraiment ce lancement vers l'Olympiade, à Los Angeles. Donc on vient de fermer le chapitre Paris. Je suis à quelques jours des dernières pages d'écriture qui vont se faire en Asie, pour le Asia Oceania à Ningbo en Chine. Et très content de me retrouver autour de la table cette fois-ci à 3 avec Jérém. J'ai aussi envie de vous ramener un petit truc, c'est que, tu as pas parlé, mais la première fois que tu mets les pieds dans le foot US, en tout cas dans notre univers, tu viens à la FFFA à Ouais. l'époque, et on livre, un match de coupe des nations, à Marseille aussi, Romain. Tu l'as pas celui-là? Enfin, tu es rentré de plus en plus dans ce truc-là, puisque tu as même livré 2 championnats de France de cheerleading pour la FFFA. Bah, c'est sûr que du coup, c'est peut-être pour ça, hein, mais le choix de Playground et notamment de Jérémy, ça vient aussi de cette expérience avec la FFA, avec, les sports associés à la FFA, le foot américain, le flag. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y a ça a aidé mine de rien parce que j'ai eu l'opportunité de bosser avec la 3FA pendant quelques événements, comme dit Tristan. Donc c'est vrai que je savais un petit peu où je mettais les pieds, je connaissais un peu l'environnement, je connaissais un peu le décor, comment ça fonctionnait, et cetera. Et après le deuxième pan quand même qui est en parallèle, c'est que quoi qu'il en soit, à ce jour, je suis quand même, représentant de Playground. C'est vrai qu'une de nos stratégies sur la partie sport, c'est de miser sur des sports, stratégiques qui ont de l'avenir.
Le flag, c'était effectivement le premier événement qu'on a sorti et on est en train de travailler sur d'autres produits flag, là-dessus, mais ça, sous réserve, c'est une exclusivité pour plus tard. Comme je le disais la première fois qu'on s'est parlé, mais autant le répéter là, on est réellement au début d'un nouvel IFAF, parce que quoi qu'il arrive, s'il y a une olympiade qu'on est sûr de faire, c'est celle de 2028. Je rappelle qu'on est toujours en bagarre pour rester en 2032 et on avait besoin de marquer le coup d'une progression pour la fête internationale, ça c'est certain. On a pu donc ramener l'événement en France. Nous, l'appel d'offres côté IFAF a été fait et effectivement la vision qu'avait Playground, sa direction et donc Jérém derrière, de vouloir se positionner fortement, sur des nouveaux sports que certains ne regardent pas vraiment parce que pas dans comme dit Jérém, bah, en fait, tu fais le calcul coût-avantage. Peut-être que si tu poses 1 €, tu vas pas récupérer, 1 €. Donc rares sont les structures privées qui sont prêts à se positionner derrière ce genre d'aventure et nous, on est dans une position où même si on est en développement constant, par ce qui se passe autour du sport, par ce que font tous les athlètes autour du monde, les fédérations et cetera. Il y a un moment donné, et tout le monde le sait, on a toujours une limite, structurelle et de moyens au global et pas que financiers, mais aussi de ressources, qui font que si tu veux livrer un événement dans un contexte, différent que ce qu'on a connu jusqu'ici, forcément on doit trouver le moyen d'être accompagné par quelqu'un. Et quand tu vas voir quelqu'un en lui disant: «S'il te plaît, prends le pari avec nous, fous-moi toutes tes équipes», on en parlera tout à l'heure, mais enfin, on avait une dizaine de personnes qui étaient derrière nous toute l'année et vous avez, je pense, pu voir sur site tous ceux qui sont passés, le nombre de comment dire? Staff. De rien que de staff et salariés Playground. Je voulais mettre de côté les volontaires de ce côté-là. Rares sont les entreprises qui disent: «Ouais, OK, bah, peut-être ça va rien nous rapporter, viens, on va voir». Et là, c'était le cas. Donc effectivement, le choix encore une fois dans l'appel d'offres a été assez simple et puis après à titre perso, très content de pouvoir faire ça avec un ami d'enfance, c'est certain, ouais. Et pourquoi cet événement était vraiment un moment clé pour le flag football européen et pour l'IFAF? Et ben, c'est là où on va décentrer le truc. C'était clé pour le flag à l'échelle mondiale. Je vous refais pas l'histoire. On est en 2025, donc l'année 1 de l'olympiade qui s'achèvera donc en 2028 à L.A. On a de super nouvelles, on va avoir un super stade, on est le week-end, central des Jeux olympiques, on va jouer le soir. Tout se développe, vous avez pu voir dernièrement les matchs de flag qui se font en parallèle des NFL Games à Londres et cetera. Tout avance, tout est génial, mais en fait, nous aussi, du coup, en tant qu'institution, on a besoin de proposer, des compétitions qui restent les mêmes sur le fondement sportif et là où ça t'amène, et en fait, on doit absolument progresser, en tout cas c'est ma vision, d'un point de vue événementiel et livrer quelque chose de plus haut de gamme, si je me permets. Et on avait cette belle réussite, tu étais là d'ailleurs, tu es venu voir, cette belle réussite du championnat du monde en Finlande. Mais quand tu parles championnat du monde à l'échelle d'IFAF, en fait, tu as fini le jeu quasiment. Puisque les World Games, finalement, c'est pas des choses qu'on organise nous-mêmes. Indirectement, les Jeux olympiques, c'est pas nous qui allons livrer l'événement, c'est forcément le LOC, tu en parleras peut-être après Romain, tu connais bien ça. Et finalement, les compétitions qu'on maîtrise, c'est nos parcours habituels. Et aujourd'hui, on a les continentaux et les mondiaux 1 an sur 2. Donc en fait, l'idée, très claire, aujourd'hui, c'était de se mettre sur de nouvelles bases, sur au moins un des 4 continentaux de cette année. Et c'était beaucoup plus simple pour les raisons que j'ai exprimées avant de le faire à Paris avec Playground, pour mettre de nouveaux standards. Et aujourd'hui, je sais qu'on parlera de la FFFA après, donc très bien. Et moi, ma vision aussi, c'est de dire qu'une fédération locale, vu tout le boulot qu'il y a à faire pour organiser une compétition, qu'elle puisse aider, participer ou se positionner dans le positif pour elle au quotidien de cette création, c'est une chose. Mais moi, je crois que c'était pas, et là je parle de la FFFA, mais ça aurait été pareil pour l'Italie en Italie ou l'Espagne en Espagne. Pour moi, c'était dans le parcours dans lequel est IFAF maintenant et ce qu'on vise, donc les Jeux Olympiques et ces choses-là, ce n'est plus le job d'une fédération d'organiser un événement d'une ampleur internationale comme ça. On a fait 43 équipes, enfin, on reviendra sur les chiffres derrière, mais c'est un travail enfin, on y a passé 6 mois que là-dessus. Euh, la fédération aurait été en capacité de le faire et je remets pas du tout en cause la faisabilité ou non dans la compétence. Et moi, très clairement, c'est pas leur job. Aujourd'hui, 2 semaines avant, on a fait le Panama et c'est à Panama City, c'est la fédération panaméenne qui l'a organisé. Ils se sont mis le cul par terre. Clairement, pour nous sortir quelque chose, c'était compliqué. Quand même réussi, on a eu des soucis météorologiques, je passe là-dessus. Mais la fédération a, à mon avis, dépensé les 3/4 de son énergie sur l'événement qu'à la préparation de ses équipes. Bah, en fait, ça, c'est quelque chose chez IFAF où aujourd'hui, on se dit qu'il faut que ça change. Je pense qu'on
On a une première étape sur le parcours d'ici 2028, c'était que le début, mais je pense qu'on a réussi quelque chose de cool. Bah, ça m'intéresserait bien de savoir, un peu plus tard dans l'interview, du coup, ce qu'on va faire en 2026 en Allemagne alors. Si on continue ce modèle ou pas. Ça va péter. On pourra parler de la coupe du monde en Allemagne avec plaisir, ouais. Donc du coup, là, vous remportez, l'appel d'offres IFAF, pour organiser ça. Comment ça commence, la préparation d'un championnat d'Europe de flag, pour toi et pour tes équipes? Beaucoup c'est vrai que tu parles d'appel d'offres, mais sans être trop loin là-dessus, mais cette préparation, elle commence dès l'appel d'offres pour nous. C'est-à-dire qu'on a quand même bossé pendant 4-5 mois, je pense environ, à peu près, le temps de rendre, le dossier d'appel d'offres. Ça nous a quand même occupé 4-5 mois en parallèle de nos missions, qu'on avait. Bah, c'est pour ça que et là Ouais, j'interviens vite fait, c'est pour ça que certains s'en sont peut-être rappelés et Jérém était avec nous en Finlande l'année dernière à Lahti pour justement finaliser ça, tu vois? C'est un autre truc, dès le départ, il y a forcément tous les sujets du site de compétition, donc pour en revenir, trouver un site, acceptable, en tout cas nécessaire et suffisant pour cette compétition, c'était quand même quelque chose, hein, parce que faut quand même se dire qu'il y a eu, si je dis pas de bêtises, rapidement, il y a eu 13 terrains de flag football, en comptant les terrains d'entraînement qui malheureusement ont pas trop été utilisés, on dira pourquoi. Il y a eu 13 terrains de flag football quand même, donc il faut un site sur un même endroit où on peut mettre 13 terrains, on peut accueillir tout le monde, où il faut faire manger toutes ces personnes-là, sur une semaine complète. Ça fait quand même, tous les sites, en tout cas en région parisienne, ne sont pas en mesure d'accepter ça. Dans et un modèle économique, ça aussi. et c'est là où j'arrive sur le modèle économique. Une des grosses consignes qui a été posée, mais dès l'appel d'offres en fait, elle vient d'IFAF dans le sens où, comme on le disait, on arrive à un moment où l'idée c'est que ce ne soit pas les athlètes qui payent pour toute progression qu'on puisse mettre. Aujourd'hui, enfin cette année, il y avait un tarif qui a été annoncé, en congrès à IFAF de pricing jour en fait, par athlète. Tristan, je te coupe 2 secondes pour rappeler aux gens que sur toutes les compétitions comme ça internationales, du coup, la fédération internationale fait payer, à chaque personne de staff ou joueur de chaque pays, une somme forfaitaire journalière pour, hébergement, restauration et cetera. C'est ça. Et nous aujourd'hui, l'objectif c'est de tirer ce tarif de plus en plus bas. Parce que c'est là où on doit tendre et que les athlètes de flag sont on parle d'athlètes, on parle pas juste de participants qui viennent kiffer, qui peuvent être, pris comme vache à lait derrière et cetera. C'est pas du tout l'énergie, donc IFAF met pas mal d'argent au pot pour toutes les compétitions et enfin, c'est logique, c'est son rôle. Excuse-moi Tristan, je te recoupe, mais quand tu fais payer à la fédération internationale, quand tu fais payer aux fédérations nationales, Oui. elles ne sont pas obligées de le reporter sur les joueurs? Non, Parce que tu dis que c'est les joueurs qui non, payent, mais ça non. se trouve, c'est le Oui, choix des fédérations excuse-moi. nationales. Alors là Effectivement. là, je pars sur mon exemple de mes années à la FFFA à l'époque. Aujourd'hui, je sais et tant mieux qu'avec toutes ces progressions, avec l'olympisme, les comités nationaux olympiques locaux, sont de plus en plus, enclins à lâcher de la thune. Donc ça, c'est cool et j'imagine que les fédérations, sont en capacité pour ça de mettre leurs joueurs, dans des conditions de plus en plus, optimales financièrement pour participer à ces compétitions, à ces stages. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la structure est obligée de composer son événement, donc les locations de ces espaces, des réseaux, le fonctionnement des navettes, des petits plus, des tout ce que tu peux imaginer sur place, avec un budget pas colossal parce que ça aussi on en parlera, mais les sponsors, on a réussi à en faire, mais ça te change pas la vie. T'as pas de droit télé, t'as pas tout ça. Et le but derrière, c'est pas de se dire, ah bah vas-y, il manque 300 000 balles au budget pour faire un truc de ouf, on va les basculer sur les 43 équipes participantes et donc potentiellement il finit les athlètes. Donc c'était une des grosses contraintes qu'il avait dès le départ, c'était de dire qu'en fait financièrement, c'est pas la boîte de Pandore. Il va falloir être capable de générer du business en interne, ce qu'on a réussi à faire bien mieux, enfin en tout cas on l'avait jamais fait autant à IFAB, donc tant mieux, mais encore pas assez pour monter dans des standards qui permettraient à la place d'être au parc, je vais te parler très crûment, d'être au parc des sports interdépartemental de Choisy-Val-de-Marne, peut-être de louer le stade Jean-Bouin et ses annexes autour, tu vois. La location du stade là sur la semaine de ce qu'on a eu, c'est même pas, parce que je connais les deux prix, c'est même pas le prix de l'ouverture de Jean-Bouin seul pour une après-midi. Et le OK. souci, c'est qu'économiquement, on en est là aujourd'hui tous, quoi. OK, mais du coup, avec toutes ces contraintes, toi, Jérémy, quand tu commences cette préparation de championnat d'Europe, après l'appel d'offres, c'est quoi les premières choses que vous faites? Le site, l'hébergement, transport et le modèle économique, pour faire court. Donc tu te mets en recherche avec tes critères d'un site de compète. Et effectivement, la recherche de lieux est primordiale, donc c'est sûr qu'on a passé plusieurs semaines à lister beaucoup de lieux.
dans le cadre qu'on avait et qu'on s'était donné, aussi nous, et qu'on comprenait du besoin de l'IFAF et de ses compétitions, c'était sûr que ça aurait été plus pratique sûrement si on était dans un département, la réalité, c'est qu'on devait aussi prendre en compte les considérations d'arrivée sur le territoire et qu'il nous fallait un aéroport international, et qu'il fallait aussi, d'hébergement pour quasiment 1000 personnes. Il faut se rendre compte que on a bossé avec, 14 hôtels. Enfin, c'est une galère, vraiment, c'est une galère, 14 hôtels. Ma collègue qui était sur l'hébergement, elle a recruté du monde à la fin pour l'aider, mais 14 hôtels différents, quasiment 1000 personnes à gérer, ça fait quand même de la gestion, s'assurer que tout se passe bien, que tout le monde soit OK. Tous les sujets qu'on peut avoir, globaux, relatifs à l'accueil et l'hébergement. Donc en fait, il nous fallait quelque chose proche d'un aéroport international, avec un vrai parc hôtelier, disponible, à proximité, avec assez de terrain qui nous aide là-dessus et surtout, il nous fallait des collectivités qui nous soutiennent. Et c'est ça aussi, c'est qu'en fait, à un moment donné, dans le modèle économique qu'on a nous, mais honnêtement qu'ont 90 des fédérations, de sport, hein, voire 95. Crée ton événement aussi avec les territoires hôtes, tu es obligé quoi qu'il en soit, que ce soit d'un point de vue communication, d'un point de vue d'accès, de mise à disposition ou, évidemment financier. Très peu de sports peuvent se dire aujourd'hui, «Je vais, à tel ou tel endroit», peu importe le soutien des collectivités. Honnêtement, bon, il y a le foot soccer, hein, comme vous dites, voilà, mais il y a potentiellement le basket, le tennis et encore et encore. Donc le lieu forcément est un mix, c'est un casse-tête reliant, les besoins sportifs, les besoins de transport, d'hébergement, d'accès, via l'international, de soutien des collectivités et donc dans ce casse-tête-là, on essaie d'affiner chaque sujet et de choisir la meilleure, solution, pour répondre au cahier des charges. Donc 14 hôtels, 1000 personnes, tu as qui à loger à part, les équipes, sportives? Déjà les équipes, c'est beaucoup, hein. Vu qu'il y avait 43 équipes, en fait, au total, on a, quasiment 900 membres de délégation. Si tu comptes les joueurs, tous les staffs, tout compris, on arrive quasiment à 900, à quelques personnes près, hein. Tu m'excuseras, sur Mmh. les derniers pourcentages, mais l'ordre d'idée, on est quasiment à 900 personnes. Et après les 100 personnes restantes, en fait, bah, c'est, des prestataires qui sont primordiaux de H24, c'est des gens du staff de l'organisation. C'est un membre de staff professionnel, en tout cas, qui était hébergé parce qu'on a bossé H24 réellement, quoi. Tout le monde dormait, 4 heures par nuit et c'est le jeu, on s'en plaint pas, tu vois? Mais il faut qu'il soit hébergé juste à côté. C'est Mmh. des fois un peu dur le matin quand tu te réveilles, mais ça fait partie du jeu pour livrer ça, en fait et en fait, au total, quand tu rajoutes, le staff de l'orga, quelques personnes, cruciales, et cetera, plus les membres de l'IFAF, des partenaires on arrive quasiment à 1000 personnes. OK, et donc là, ça veut dire que sur ton plan de transport, faut que tu contractes avec, des bus qui, font un tour dans les 14 autres différents hôtels pour, ramener tout ce beau monde, au stade? Exactement, je vois que tu as un petit peu cette fibre-là, tu connais un petit peu, le sujet, j'ai l'impression. Mais, non, c'est sûr que ça fait partie des casse-têtes logistiques. On l'a fait aussi, disons qu'on l'a fait aussi parce qu'en interne, on a la chance quand même d'avoir, ces expertises-là. C'est-à-dire que dans le pôle services que je disais tout à l'heure, services, eux, une de leurs expertises, c'est le transport. En tout cas, une de leurs expertises très fortes, c'est le transport. Ils gèrent le transport de Roland-Garros, la mobilité des 24 heures du Mans ou du Prix d'Amérique, à l'hippodrome de Vincennes. Enfin, on a la chance d'avoir des collègues qui ont quand même des expertises clés et donc du coup, c'est sûr que de notre côté, en tant qu'organisateur, on avance avec, la s en tout cas, sachant que on serait en mesure de répondre aux défis logistiques, du mieux possible en termes de savoir-faire, je veux dire et aussi en termes de contacts, de réseau, de prestataires pour répondre à ces besoins-là. Parce que c'est pas le tout de se dire que tu vas travailler pour ça. Il y a le réseau qui te permet d'aller plus vite, qui te permet de négocier aussi les tarifs, hein, on va pas se mentir, sinon après c'est ingérable et tu as aussi, les outils qui te permettent, clairement d'aller plus vite et d'être efficace directement. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur un événement comme ça, c'est une fois que c'est lancé, tu as plus le temps de te poser, ça va trop vite. La machine, c'est une machine à laver vraiment. L'image qu'il faut avoir en Mmh. tête, c'est une fois que c'est lancé, c'est une machine à laver. Tu enchaînes sujet par sujet, par sujet, par sujet et jusqu'au jour où tu en peux plus et tu as besoin d'un break. Mais en fait, tu es obligé de de prendre du recul, de cadrer ta structuration au maximum pour que tout le monde puisse assurer ses missions et moi, mon rôle, effectivement, c'est de s'assurer que tout le monde ait assez de charge sans trop non plus pour pas que les gens craquent et pètent. Est-ce qu'on peut dire que, quand tu fais, je sais pas, par exemple, le transport de Roland-Garros, comme tes équipes, servicing, derrière de faire le transport de la coupe, d'Europe de flag, c'est facile? C'est marrant, beaucoup de gens, enfin, on m'en parle beaucoup, mais c'est plus dur, en fait. C'est plus dur, le road flag. Mais en fait, c'est là où, tu vois, je vais rester à ma place, mais ce qu'on a fait là et ce que les équipes ont livré là, je trouve ça plus dur. Mais pour des raisons différentes, c'est qu'en fait, tu as pas les moyens.
ou en tout cas les moyens que tu as, ils sont extrêmement limités. Donc, honnêtement jusqu'au jour de l'ouverture, j'étais là à gratter, toutes les prestations au maximum pour faire en sorte que ça tienne dans le budget, en fait. Et donc du coup, ce qui fait que tout le monde est un peu sous tension, mais parce que, financièrement, on s'en sort et tant mieux, on arrive à l'équilibre, mais on s'en sort aussi parce que tout le monde s'est battu jusqu'au dernier la dernière minute pour que ça fonctionne. Roland Garros, tu arrives dans une économie qui existe depuis des dizaines d'années, en fait. Ouais. Dans un Il y a déjà 2 différences. La première différence, c'est qu'entre un événement one shot et un événement qui est rodé année après année, l'événement rodé, il peut s'améliorer, petit à petit. Et dans nos métiers, le temps, en fait, c'est l'argent évidemment, mais le temps, c'est la deuxième contrainte. Il faut des gens qui savent ce qu'ils ont à faire. Et quand tu arrives dans un one shot, c'est pas toujours simple parce qu'il faut bien cadrer l'émission, il faut bien comprendre qui fait quoi, il faut que chacun s'incorpore dans l'organigramme, comprenne quelle relation il est avec qui va pouvoir l'aider, et cetera, et cetera. Quand tu arrives dans une habitude d'événements qui existent depuis des dizaines d'années, les gens, ils arrivent, ils mettent leurs affaires et ils travaillent, hein, c'est dur, hein, je dis pas le contraire, hein, c'est compliqué, hein, c'est compliqué aussi, mais tu sais déjà ce que tu as à faire. Ton cadre, il est posé. Alors que nous, il faut qu'on fasse le cadre pour tout le monde déjà. Donc déjà, tu perds un peu de temps et tu perds de l'énergie là-dessus. C'est quand même pas anodin. Et ensuite, Roland Garros, maintenant, tu arrives dans une des super ré c'est une des meilleures réussites événementielles en France, Roland Garros, faut quand même se le dire, hein. La fédération de tennis vit à 80 grâce aux revenus de Roland Garros. Et Est-ce que du coup, à un moment, t'as vu que, bah, tu sous tension, c'est dur, est-ce qu'il y a un moment, tu t'es dit: «Merde, putain, je suis pas sûr qu'on va y arriver, quoi»? en vrai, non. Par contre, il y a eu des moments où on s'est dit: «Ouais, c'était dur». Tu vois les équipes trimer parce que tu vois que tout le monde est à fond, quoi, et tu peux pas faire plus. De toute façon, tu dors déjà que 2, 3, 4 heures par nuit et J'ai tu pas peux la pas force. non, mais c'est vrai, mais c'est important à prendre en compte parce qu'en fait, la gestion de la fatigue est importante et ça commence avant l'événement. C'est sûr que, au retour des vacances des collègues, ils ont bossé 6 jours par semaine pendant des semaines entières, pour faire en sorte que ça sorte et que ça livre. Et quelque part, c'est ce qui fait que ça marche aussi, c'est un métier de passion aussi, clairement, hein, parce que, derrière quand ça marche, quand tu as 25 pays qui arrivent et tout, voilà, le reward est beau aussi. Parce que en fait, ce moment-là et le moment du kick-off le lendemain matin du premier match, c'est sûr, forcément, tu arrives dans une autre dynamique. Le truc, il est lancé, tout le monde est à sa place, tout le monde est arrivé, tout le monde sait ce qu'il a à faire, c'est Ouais, Tout le monde est à sa place, sauf les agents de sécu, mais par exemple, bâtard. sauf certains, effectivement, fallait refaire quelques briefs, écoute, hein, c'est Non, mais à côté de ça, tu vois, sur la mais compète et pour compléter, enfin, nous, à FAF, donc on a fait 159 matchs, je crois, en tout. C'est énorme. Il y a quasiment pas eu de retard. Il y a pas eu de vrai retard. Tu vois ce que je veux dire? On s'est trouvé sur des choses sportives au fur et à mesure qui peuvent arriver, mais au kick-off le matin, malgré le fait que, ouais, il y ait, 40 000 hôtels à faire le tour et qu'on soit sur la 86 entre, Créteil, Choisy-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, où c'est l'enfer, c'est un parking à cette heure-ci tous les matins, bah, c'est parti, tu vois? Et ça, même si en fait ce n'est qu'une logique et je l'entendrai complètement de la part des parties prenantes, athlètes, participants, référents, tout ce que tu veux. En vrai, c'est un vrai défi et faut le prendre aussi comme ça, tu vois? du coup, à la fin, Jérém, tes équipes, tu combien de personnes? Il y avait quoi comme rôle? ouais, alors effectivement, en staff, sur le terrain, il devait y avoir, oui, 20-25 personnes, en termes de staff, hein, vraiment, sans compter les prestataires. Il y avait une trentaine de prestataires et environ 200 bénévoles. OK. Donc les rôles principaux, il y avait donc effectivement, toute la partie service aux délégations. Je reviens là-dessus parce qu'on en a parlé, avec Sophie qui était manager des services aux délégations pendant toute l'année et qui après a embauché, 4 personnes, sur l'événement, donc 2 semaines avant l'événement, plus l'événement pour, assurer tout ce qui est, la gestion de transport, hébergement, restauration et le lien avec les délégations. Après on avait, une chef de projet qui est coordinatrice du projet qui a bossé dessus depuis 1 an, heu, qui a tout autant charbonné effectivement, qui était là vraiment pour, prendre tous les sujets, suivre, faire un vrai suivi de projet, d'une manière globale et plus produire, certains éléments. Ce rôle de coordinateur, coordinatrice est compliqué, hein, parce que tu es à la fois là pour avoir la vision, pour avoir le suivi budgétaire et les différentes prestations, mais à la fois aussi forcément pour écoper, on va dire et faire le taf, des fois dans certaines fonctions quand il y a trop de boulot qui arrive. Donc faut être très hybride. Après on avait une chef de projet qui était plus dédiée vraiment à la sécurité et au terrain, les sujets un peu complexes, on va dire, hein, pour différentes raisons, mais à la fois le terrain et c'était un peu délicat à gérer, pour en parler et à la fois la sécurité, important effectivement, primordial là-dessus et après on avait, une équipe qui était, enfin tout était, décliné, hein, c'est-à-dire qu'aménagement, signalétique, technique, du classique sur les grands événements, mais voilà pour la faire courte et un autre pôle 2 autres pôles que je peux dire effectivement, c'est, la partie communication.
où là, il y avait un mix à la fois playground, à la fois accompagné effectivement, par un prestat, Good Brief, qui s'appelle voilà, alias, Edo et Edo Hermé qui nous a aidés pour la connaissance du flag et il y a aussi évidemment un très gros soutien et même un travail, clairement de la fédération internationale et fédération française. Donc, la communication, c'était géré par toutes ces personnes-là, même si évidemment c'était l'IFAF le leader de ça parce que c'est son événement et tout un pôle revenus commerciaux, parce qu'effectivement, on a la particularité d'avoir, un département revenus commerciaux chez Playground pour effectivement équilibrer, en tout cas rechercher des financements. Et donc là-dessus, on avait 2 personnes aux revenus commerciaux pour nous aider à maximiser en tout cas les revenus. Donc c'est, trouver des partenaires, que ça soit institutionnel ou, privé? Le premier er le 1 pan, c'est surtout trouver des partenaires privés, surtout. Sur la partie collectivité, c'est un peu à part, c'est moi qui la gérais directement, avec d'autres, collègues, de la direction de Playground. Hem Et sur le pôle revenus commerciaux, la priorité, c'est le sponsoring, fort clairement, hein, là-dessus et après, dans un second temps, c'était, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, par exemple, le merchandising. Vous avez un exemple, de merchandising, sur lequel on a travaillé avec, Dahomey, que vous connaissez peut-être, effectivement et merci à Sergio, le boss de Dahomey. On a réussi à faire une belle, je trouve une belle proposition de merchandising, dans la culture. Que je porte, fièrement, C'est vrai, aujourd'hui. d'ailleurs. Et surtout, voilà, ça fait partie des petits plus, des travails sur lesquels il y en a on s'est posé parce que ça nous a permis de trouver d'autres sources de revenus clairement, en part pas que ça, mais en partie, et le fait de le faire avec Dahomey qui est quand même une marque, qui fonctionne dans les sports US, et qui a quand même un beau réseau, bah, honnêtement, enfin, en tout cas, il nous reste plus rien. Les casquettes sont sold out, les t-shirts aussi, il reste quelques 2-3 pulls, et encore ça dépend des tailles. Mais, voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on s'est attelé, les mois auparavant. Ouais et Romain, il y avait 6 000 personnes sur le championnat d'Europe de flag. Bon, non, mais c'est vrai. Sur 3 jours. Ouais. sur Ouais, sur les 3 jours effectivement et c'est vrai que c'était un des défis qu'on s'est mis nous aussi, c'est de faire venir du monde en fait et de faire venir un maximum de monde, sur ces 3 jours-là. C'est pour ça qu'on a mis la billetterie gratuite, jeudi, vendredi, avec le pari de se dire que c'est gratos, mais qu'il y aurait des gens sur place et que ça allait consommer sur place et une billetterie, vraiment pas chère, 10 balles maximum, le samedi et même moins cher pour les jeunes. Donc, pour nous en tant qu'organisateurs, il faut se rendre compte que c'est un vrai parti pris parce qu'on s'est dit: «On va miser sur le fait qu'il y ait des gens qui vont venir, qui vont mordre sur la com, qui vont kiffer ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux, parce qu'on a fait des choses, je trouve, plutôt sympas sur les réseaux sociaux pour qu'on en parle, qui vont miser sur ce qu'on on va faire des activations auprès des collectivités, des collèges, lycées, et cetera. Un exemple, c'est que le jeudi, vendredi, il y a eu beaucoup de collèges, lycées, vraiment. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il y a plus d'une dizaine à chaque fois de collèges, lycées et quand je dis une dizaine, c'est une dizaine de classes. Donc tu avais des profs qui sont venus, j'en ai rencontré plusieurs, j'ai parlé avec eux et qui étaient très heureux de venir, de faire découvrir ce sport-là à des gamins, de venir sur place, de kiffer une après-midi, différente. Et c'était aussi pour ça qu'on l'a fait, c'est qu'il y avait besoin, je pense qu'il y a besoin de faire découvrir ce sport à la jeunesse. Puis il y a même des petits, qui sont devenus des heu, grands intervieweurs, ac intervieweurs d'un jour, quoi. exactement. Ils ont eu cette chance. Vous avez cette chance pour ceux qui nous suivent. Elle te parlait de justement de tout ce plan de communication que tu as fait avec, FFFA et une agence et vous-même. C'était quoi le plan de com pour les spectateurs en tant que tel? Bon là, pour le coup, faudrait appeler Edo Hermé, le boss de la com, mais de manière globale sur la communication, effectivement, c'est resté high-five leader du sujet parce que c'était quand même leur événement et c'est à eux de quand même communiquer en premier là-dessus. Après, il y a quand même eu un parti pris, de mine de rien faire un compte Insta dédié, de communiquer sur le sport, de faire un peu de pédagogie mine de rien là-dessus, de faire des ads, digitales et d'être, précis sur le digital mine de rien, via Goodbrief, là-dessus pour, ouvrir à d'autres champs, en tout cas d'autres personnes en dehors de la cible. La cible a été touchée je pense, mais en dehors de la cible, on a aussi eu la chance enfin grâce à toutes ces actions, on a pu toucher d'autres personnes là-dessus. Et après, mine de rien, ce qui est important de prendre en compte aussi, c'est que toute la partie relations presse, mais ça, c'est moins moi, c'est plus l'IFAF, sur la partie relations presse, mais l'IFAF a misé, ou en tout cas a investi beaucoup dans la partie relations presse, avec une personne dédiée à dessus. Ah, ça typiquement, je voulais pas dire de conneries, donc je reprenais les chiffres là pendant qu'on discutait. C'est très clairement la plus grosse réussite, c'est l'événement qui a été le plus vu. Alors, parce que les réseaux explosent, et cetera. Mais c'est l'événement qui a fait le plus de vues, en fait, au global d'IFAF de l'histoire, tu vois? Donc rien que de ce côté-là, dans la mission d'IFAF de mettre en avant, son sport, vers 2028,
c'est l'euro qui aura été la plateforme, mais on espère et on pense que c'est tout le flag mondial qui l'a pris parce que on fait, on parle en reach, ça veut dire ce que ça veut dire, chacun le prendra derrière, tu vois? Mais, on est à 70 millions de reach certains, tu peux le pousser selon les stats jusqu'à plus de 400 millions. Hem, C'est quoi, le reach, pour ceux qui connaissent pas? Ça va être la comment je te le fais simplement, c'est c'est ouais, c'est la personne qui va être touchée par une des publications, soit de l'event, mais là, je suis au global, hein, parce qu'on avait basculé sur la partie RP, ou tous les médias parties prenantes qui sont venus et on a fait du gros média. On a fait du gros média français, vous les avez vus traîner, que ce soit, L'Équipe, RMC, France Télévisions pour ne citer qu'eux et j'en oublie énormément. Presse écrite, on a fait Le Parisien, de nouveau L'Équipe, enfin toutes ces choses-là et international. Tu as Reuters qui est venu, tu as Magazine Olympique qui était là, la BBC. On fait plusieurs chaînes qui récupèrent le flux du broadcast, comme l'ORF. On a la RAI qui était intéressée en Italie. Putain, ça y est, en fait, on a fait un vrai événement international au-delà qu'uniquement de la pratique, qui a eu un intérêt transfrontalier. C'était un des défis d'ailleurs des derniers jours, parce que on va pas basculer sur le broadcast pour parler du broadcast, mais en fait, la compétition s'approchant, et ben c'est là où moi c'est la première fois que j'ai autant de demandes et tant mieux et à la fois attention les gars c'est le feu. J'ai telle chaîne et tel pays qui veulent récupérer le flux pour les finales. J'ai telle chaîne et tel pays qui veulent récupérer pour les demi-finales si jamais l'équipe se qualifie. Et lui voudrait faire un sujet et venir, etc. Et là, ça parlait toutes les langues européennes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est sur quelque chose où je pense que à la fois la communication Euroflag 2025 a été très forte sur le territoire côté grand public pour développer la cible, qui soit pas uniquement des pratiquants ou des fans de foot américain slash flag. Et à côté de ça, ouais, le boulot global qui est mené par notre board, par nos élus, par les équipes presse, etc. d'IFAF et ce qu'on fait tous ensemble font qu'aujourd'hui, en fait, bah, t'envoies un communiqué de presse disant J-4 avant l'Euro Flag 2025, bah t'as du monde de partout en Europe et à travers le monde qui réfléchissent. Tu vois, la NFL, alors ça fait partie de nos choses ensemble, mais la NFL est venue sur place pour shooter du contenu dans le storytelling vers LA et tout ce qu'il y a à dire. Enfin, tout ça, c'est typiquement cette action-là. Pour l'instant, c'était quelque chose qui était jusqu'à l'année dernière dédié qu'à la Coupe du Monde. Et là, sur certains continentaux, on le voit. Donc, c'est du progrès, forcément. Compléter rapidement sur le digital pour donner quelques chiffres pour les friands de com, c'est que, mine de rien, sur le digital, en tout cas, quand on regarde, je regarde un peu le bilan qu'on a reçu, on a touché, on a eu en tout cas un peu plus d'1,5 million de nombre de vues. Là, je parle vraiment digital et du compte Instagram, de l'Euro pour, voilà, pour être précis. Et mine de rien, avec une audience féminine de 33, on était aussi assez étonnés de ça. C'est que, 33 d'audience féminine en tout cas, ça arrive pas dans tous les sports, donc c'est quand même à noter. Et 45 de moyenne d'âge, c'est, la cible 25-34. On est pile dans le public dont on se rend compte qui est intéressé, nous, à FAF au quotidien, sauf que on est sur des chiffres qui aujourd'hui n'existaient pas encore. Tu vois, si juste le OK. LOC, enfin, je veux dire, juste l'organisation est capable de faire ça sur un continental, quand tu parles de 70 millions au global, certains, et donc probablement plus, parce que toi, en scrollant, donc toi, t'es intéressé, ça marche pas, mais quelqu'un qui est pas intéressé a forcément vu passer un truc, parce que c'est l'algorithme qui bosse derrière, tu vois. Bon, bah ouais, c'est une réussite. Il y a pas mal les intérêts sont un peu divergents parfois entre le comité d'organisation et la fédération internationale. Vous êtes pas d'accord sur tous les sujets. C'était quoi la plus grande difficulté commune que vous avez dû résoudre, ensemble? Alors, de par la force des choses, la fédération internationale, se base, comme son nom l'indique, sur l'international et sur la visibilité de son sport. Et ce qui est important pour eux, je ne vais pas parler pour vous, mais de manière très théorique, hein, indépendamment du flag, c'est la compétition, c'est le broadcast, c'est les images, c'est la communication et c'est normal parce qu'en fait, eux, derrière, ils vont communiquer dessus, ils sont là à long terme, pour que ça fonctionne. Nous, notre enjeu, il est évidemment en partie ça, mais une fois que ça fonctionne, on veut d'autres choses. On veut que la sécurité sur place se passe bien, eux aussi, j'entends, mais en tout cas, c'est nous qui la gérons à 100. On veut que l'expérience spectateur fonctionne bien, que la billetterie fonctionne bien, on veut que les gens viennent, on veut que les gens consomment sur place. On veut trouver des partenaires locaux, notamment pour nous aider financièrement. On veut que les collectivités comprennent ce qu'on est en train de faire, ils nous accompagnent et que les collectivités trouvent leur place aussi dans cet événement-là, que ce soit en visibilité ou autre. Donc forcément, en fait, faut se dire qu'on avance sur le même objectif, mais forcément, des fois, nous, on va tirer un peu à gauche parce qu'on a besoin de sujets et des fois, la FI va tirer un peu à droite parce qu'ils ont besoin d'autres sujets.
Donc ça se transpire un peu sur tout et c'est normal. Mais l'objectif ultime pour chacun, c'est de livrer la compétition, d'avoir tous les matchs, d'avoir un champion d'Europe à la fin et des qualifiés. Mais qui prend le risque, financier au final? C'est l'IFAF ou c'est, Bah, sur quoi? le comité Sur d'organisation? quoi? Sur l'événement? Sur l'événement, c'est le comité d'organisation qui est composé donc là de Playground, de IFAF et de la FFFA sur certaines choses à côté, même s'il y avait aucun risque financier ou demande sur la FFFA. Le risque, il est je peux pas rentrer dans les détails du contrat qu'IFAF pose, mais il est plutôt commun d'un point de vue purement chiffre. Maintenant, tout ce qu'engage le LOC, je vais te dire par exemple en termes de RH, en termes de mise à disposition de tout ce que tu veux, qui sont valorisés en interne, ça, c'est son risque à lui. Et c'est des choses qui sont. Jérém m'a pas envoyé une facture complémentaire pour la RH mise à disposition qui était largement supérieure, tu vois. Non, je vous passe ce genre de porte. Mais voilà, si tu veux, moi, je pense, et le risque financier, il est là-dessus. Après, le risque, c'est là où tout est particulier. Le risque de la compétition, de la qualification sportive et du bon déroulé de la compétition en tant que telle, c'est IFAF. Un exemple concret, pour être précis et des gens aiment bien les anecdotes, par exemple la partie restauration, donc tout ce qu'on dit entre nous, tout simplement le catering pour un autre terme en anglais. Il faut dire qu'on a quasiment dans les chiffres, c'est quasiment 10 000 personnes qu'on a fait manger, midi et soir sur site, sur le site de compétition, dans un gymnase classique. Un peu vieillot, aucune critique, mais faut s'imaginer que c'est le gymnase, dans lequel vous avez fait du sport, quand vous étiez, en école primaire ou au collège et en fait, notre enjeu, c'est qu'on a fait appel à un prestat qui était spécialiste effectivement de ces sujets-là. Il est venu avec un Smirmork, en gros un gros camion que vous voyez sur la route, plus 70 mètres carrés d'espace pour faire de la cuisine à l'extérieur. Ils ont fait de la cuisine dans le camion et dans l'extérieur, dans des barnums, etc. Ils ont livré la bouffe à quasiment 10 000 personnes midi et soir dans un gymnase qui n'était pas adapté pour ça. Et donc avec toutes les conséquences que ça implique, que ce soit en termes d'hygiène, de sécurité alimentaire, etc., tous les éléments que ça concerne. Donc les gens ne voient pas tout ce qui se passe derrière, mais nous, c'était un vrai sujet là-dessus. Et pour rebondir, refaire le lien avec ce que tu disais quand c'est quoi les tensions des fois entre la FI et nous, bah, la FI, ils veulent que les délégations mangent quasiment H24 et je comprends à leur place parce que la compétition, il faut se dire que le vendredi par exemple, c'est de 8 heures à 22 heures les matchs, 21h30, c'est non-stop. Donc forcément, c'est compliqué. Mais nous, en tant qu'organisateurs, on peut pas. Financièrement, on peut pas. Sinon on ferait pas, on prendrait trop de risques et c'est ingérable pour nous. Parce que le contexte faisait qu'on était obligé d'installer une cantine pour livrer à manger à 10 000 repas quasiment sur 3 jours. Et donc du coup, on était obligé de choisir les horaires et les horaires, convenaient pas à 100 des personnes, c'est impossible. Mais on a fait le maximum pour étendre les horaires, le traiteur aussi a fait le maximum, mais il y a une réalité à un moment donné derrière, qui fait que, il faut préparer les repas, c'était que de la marchandise, fraîche. On a la chance d'avoir Rungis à côté par exemple, mais voilà, que de la marchandise, livrée dès le matin, le personnel qui bossait toute la journée. Il y a des limites aussi, légales qui font que, bah, nous on avait des limites et après, bah, cette limite, on en parlait avec la FI, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Comment notre C'est, capacité de réponse et notre capacité financière peut répondre à la très grande majeure partie des populations. c'est un de mes, combats actuels dans mon travail là. On a un site de compétition là, qui a, 3 heures d'ouverture de catering, le midi et 3 heures le soir. Sauf que pareil, c'est un site de compétition qui n'est non-stop Ouais, en sportif de 8 heures à vingt ouais. heures. Et donc là aujourd'hui, pour l'instant mes volontaires, ils peuvent pas manger. Ouais, c'est hyper compliqué. Non, mais tu as raison de le dire, c'est hyper compliqué. Alors ceux qui ont vécu l'événement, le voient bien, mais ceux de l'extérieur, faut se rendre compte effectivement quand les matchs s'enchaînent dans la foulée et 3 heures, ça peut paraître beaucoup, mais c'est très court en fait quand il faut que les athlètes enfin, prenons le cas des athlètes, faut qu'ils s'échauffent, faut qu'ils fassent leur match, faut qu'ils refroidissent, faut qu'ils fassent un débrief, faut qu'ils aillent à la récupération potentiellement parce qu'ils font 3 matchs dans la journée et il faut qu'ils prennent le temps d'aller marcher, aller jusqu'au catering mine de rien, qu'ils puissent au moins avoir plus qu'un quart d'heure pour manger parce qu'il faut quand même qu'ils digèrent, parce qu'il faut qu'ils aient un match derrière. Enfin, le 3 heures, il passe très, très vite en fait, selon les journées, selon le timing sportif. Ouais. Et selon, aussi, les équipes, tu vois? Moi, je suis sur l'accueil des spectateurs, du coup, tu peux pas te permettre d'aller manger, bah, sur, l'entrée Clairement. et tu peux commencer à manger quand le sport Mmh. commence. Alors que, la les parties sportives, eux, c'est l'inverse. Ils peuvent peut-être manger avant ou peut-être manger après, mais pendant, ils peuvent pas. Donc, les contraintes aussi des différentes équipes sont totalement différentes et ce qui fait que, ça serait trop simple si tout le monde pouvait manger à la même heure. Donc ouais, je comprends très, très bien. C'est vraiment un des sujets aujourd'hui parce que, bah, niveau budget, tu peux pas te permettre d'ouvrir, de, 11 heures à 23 heures. Ouais, c'est
Parce qu'il y a quand même des gens Bah, Bah, c'est derrière, ça, ça. tu as des salaires à c'est ça, payer et c'est tout, pas c'est et puis au-delà des gens, c'est comment tu gères la bouffe enfin tout ce système aussi de comme tu dis de, ouais, de sécurité au global, quoi. Donc c'est pas juste une volonté de: «Ah bah non, on bosse pas parce que, les gens veulent se reposer». C'est tout le cercle qu'il y a mmh. derrière, quoi. Et alors, j'ai une question de Gab, question des fans, Oui. qui demande: «C'est quoi l'impératif où aucun compromis est possible?» Pour moi, hein, sécurité. Sécurité prime, surtout. Que ce soit la sécurité des athlètes, la sécurité des participants, surtout au vu du contexte. On a été aidés, on avait évidemment une agence de sécurité, sur le site. On a l'habitude aussi de gérer comme des dispositifs sécurité. On a été beaucoup soutenu par les forces de l'ordre de manière globale, que ce soit par des informations ou aussi de la positionnement ou de force sur site. Et tant mieux et merci, heureusement, des fois, on a besoin de ça, forcément, c'est obligatoire pour que ça fonctionne bien. C'est pour moi le l'ultime. Après, évidemment, derrière, ce sur quoi il faut le moins de compromis, voire pas de compromis, mais ça, c'est plus la FI, c'est la partie compétition sportive, parce que la compète, il faut que ça fonctionne bien. En fait, moi j'arrive, moi là c'est sur la livraison de la compète, déjà et aussi parce qu'en fait c'est les mêmes mots à chaque fois, mais que les athlètes pratiquent, comme je disais au début, dans un cadre de sécurité et de pratique, qui soit ultime. Quitte à devoir réadapter les terrains, décaler. Le broadcast prendra jamais la place, sur un dégagement assez grand, pour les athlètes en bord terrain, par exemple. Donc ouais, c'est comme toi, un petit peu plus précis sur le terrain, mais c'est forcément la sécurité des athlètes et des pratiquants. OK. Et alors là, on va passer pendant la Ouais. compétition. Jérémy, ça ressemble à quoi une journée, type d'un organisateur pendant le championnat? Pendant la compétition, c'est Ouais, c'est le feu, c'est le feu. Tu as des feux partout et c'est à la fois le feu, hem de l'image dans le sens où, tu passes ton temps à éteindre les feux ou à assurer à gérer les problèmes. Ouais, pour être franc, nous, on se levait entre 4 et 5 heures du mat, ouverture des portes. Alors, faut savoir que c'était une sacrée galère d'ouvrir les portes là-dessus. On pourra en parler un peu plus si vous voulez, mais ne serait-ce que le site était gigantesque. Faut se rendre compte. Le site était partagé entre l'exploitant du site, entre des travaux BTP gérés par Bouygues Télécom, entre, enfin, de la coactivité, qui faisait que c'était une galère sans nom. Donc déjà le temps d'ouvrir le site, honnêtement, j'avais ma collègue, voilà, en tout cas Juliette, petite dédicace, merci pour ça, mais elle mettait quasiment 3/4 d'heure à ouvrir les portes. Parce que le site est extrêmement grand et encore elle était en vélo ou en trottinette électrique pour le faire. Parce qu'il y avait plein de ports différents dans tous les sens. Donc rien que ça. Après une fois que c'est lancé, effectivement, tout le monde arrive petit à petit parce que tu arrives, entre 5 heures 5 h 30 et au début tu es tout seul donc tu fais en sorte que tout soit en place et petit à petit, tout le monde arrive, l'orga, les bénévoles, les prestataires, et cetera, les équipes aussi pour s'échauffer et là, petit à petit, ton téléphone et le talkie-walkie n'arrêtent plus de sonner. C'est un bruit incessant, de sollicitation dans ce qu'on appelle, en tout cas, nous, le centre des opérations, parce qu'on a créé ce qu'on appelle un centre des opérations. On était 3 staffs, en rotation et plus, des personnes en voilà, plus pour nous aider, dans lequel, tout ce qui se passait, on prenait en compte, on le notait pour pas oublier, parce qu'il faut se rendre compte qu'en fait, on n'a pas le temps si on note pas, on est mort, pour faire simple. En gros, on a une main courante, qui est rien d'autre qu'un tableau Excel, dans lequel on listait, l'ensemble des remontées sujets et par journée, on pouvait quasiment avoir, 100-150 sujets. Mais ça va du sujet bateau ou quasiment indolore à un sujet réellement important sur lequel il faut absolument gérer. Mais si tu notes pas tout ça, tu es cuit. Donc nous, on avait une ou 2 personnes qui étaient derrière leur ordinateur pour noter tout ce qui se passait, pour noter, le problème, qui l'avait remonté, qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure et cetera et noter les solutions prises derrière. Et à côté de ça, il y avait toute une équipe pour redispatcher les problèmes, savoir comment on pouvait les gérer, au global. Donc nous, notre sujet en tant que centre des opérations, c'était d'absorber la charge, comprendre l'ensemble des problématiques, les solutionner au plus vite ou mettre autour de la table ou autour du talkie ou du téléphone, les personnes nécessaires pour que ça fonctionne le plus rapidement possible. Et donc ce qui fait que tu commences, dans le feu directement, voilà, dès le matin et ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que les gens partent, jusqu'à 23:00, c'est non-stop parce que les derniers dîners finissaient, je crois, à 22 heures. Mais après tu as des départs d'équipe, tu as du transport qui se gère derrière. Donc nous, il y a d'autres sujets. Notre sujet en termes de coordination, il est à la fois sur site, mais à la fois tout ce qui est extérieur au site pour s'assurer que toutes les populations soient bien loties et soient bien servies. Donc c'est un flux incessant et tu manges un sandwich quand tu peux ou quand tu peux pas, tu grignotes quelque chose. Hem, ouais, tu es dans la machine à laver, honnêtement, je trouve que ça et en fait, tu gères
peut-être pour aller plus dans le concret aussi, tu gères à la fois des problèmes de sécurité, à la fois des problèmes de matériel, à la fois des problèmes de transport, à la fois des fois juste des remontées d'informations, même c'est beaucoup de fois des remontées d'informations ou des anticipations pour, se dire: «Bah, non, à telle heure, il se passe ça, il y a tel match, il y a tel sujet, il y a tel invité qui vient» et cetera. Donc c'est passionnant parce qu'on gère vraiment une quinzaine de métiers différents. J'en ai parlé un petit peu, voilà, compète, aménagement, technique, sécu, restauration, transport, hébergement, on peut parler merchandising, buvette et cetera. Donc tu as une vision sur ces 15 métiers-là, ce qui est à la fois, un kiff et à la fois forcément te quand tu penses que ça se passe bien, tu es jamais souvent tranquille parce qu'il y a toujours un autre sujet sur lequel il faut avoir un coup d'œil. Et quand ça se passe bien, tu prends 5 minutes pour aller voir le staff et les bénévoles parce qu'honnêtement, on a eu la chance d'avoir un staff et des bénévoles qui étaient exceptionnels pour le coup, j'en ai fait quelques-uns et vraiment là, on a eu du bol. Mmh. Et attends et du coup, ça, c'est la journée du LOC, mais du comité d'organisation. Et toi, Tristan, côté IFAF, c'est quoi une, journée type? Parce que Jérémy, je t'ai pas trop vu pendant la compétition. Tristan, on s'est un peu aperçu sur le terrain. C'est quoi une journée type, IFAF, Je pense que ça dépend du rôle à IFAF, simplement. Moi, encore une fois, j'essaie d'être le plus disponible et proche de Jérém et des équipes pour justement être en capacité de répondre à des petites questions ou des petits sujets qui sont de l'ordre de la compète et donc faciliter la vie de tout ça. Donc voilà, après oui, tu sais, faire le tour, hein, bah, à la fois, ça fait partie du rôle de se montrer, de pouvoir discuter, de rencontrer certaines fédérations, certains athlètes et cetera et puis juste s'assurer de faire un tour que tu passes au broadcast, être sûr que ça fonctionne. Tu vas faire un petit tour sur la partie journaliste pour être sûr que c'est OK, qu'il y a pas besoin d'aide et puis machin et le site est tellement grand que tu as vite fait à faire des boucles, de faire ça, toute la journée. Hem Je pense que côté IFAF, t'as des journées qui sont peut-être plus clairement écrites, tu vois? Je parlais de la presse, donc typiquement, Catherine, la collègue, qui était, toute la journée dans les accueils, et le monitoring de tous les journalistes qui passaient sur place, qui voulaient l'interview d'une personne ou d'une autre. Pouvoir être là au moment des interviews quand c'est sur site pour être sûr que ça fonctionne, puis le suivi. Donc elle, c'est pareil, en tout cas de ce côté-là, c'est une journée qui peut commencer extrêmement tôt et finir extrêmement tard, surtout finir extrêmement tard Mmh. d'ailleurs. Voilà, après sur la com avec Edo, quelqu'un comme lui, navigue toute la journée entre le HQ comme on a dit et les terrains pour aller shooter, récupérer, discuter avec ses photographes, les gens qui sont sur place, traiter, envoyer la com et on deal ça. Et là du coup il y a un post sur les scores et là il y a un post parce qu'il y a une interview qui est cool et là on a un truc fun à mettre et là faut qu'on rappelle il y a la billetterie qui est en cours pour samedi, donc toutes ces questions là auxquelles je suis heureux de participer aussi de temps en temps avec lui. Voilà, et puis après t'as des rôles qui sont ce qu'ils doivent être, donc c'est logique. Typiquement nos élus, donc on avait Pierre Trochet qui était là et Horace Aslan. Et eux, pour le coup, c'est de la représentation. Donc c'est justement être capable d'être là, de discuter, d'expliquer et de porter la stratégie d'IFAF sur cet événement et au global. Et puis la partie sport, donc représentée par Lars et Fabio, que tous ont vu pour le coup au bord de terrain. Eux, c'est s'assurer que les terrains sont prêts, que les arbitres sont ok, que c'est bien sifflé, que c'est bien positionné et ainsi de suite. Et eux, c'est pareil, c'est de la gestion heure par heure, de match, de scoring, de réorientation, de terrain, de schedule, de blablabla, tout ce que tu veux. Donc on est tous OK. éclatés un peu partout, quoi. Et c'est quoi, dis-moi, Jérém, dans toute ta partie, opération là, la plus grosse galère du coup que tu as dû gérer en urgence? En urgence, sans parler d'urgence, je veux dire peut-être la plus grosse galère, allez pour partager un petit peu, sans aucun jugement, mais c'est un peu le contexte géopolitique, tu vas me le dire et c'est la sécurité. Alors c'est de l'urgence, ça dépend ce que tu dis en sous timing de l'urgence, mais en tout cas la semaine de l'événement et jusqu'au la veille même avec des rendez-vous en préfecture pour s'assurer, que niveau sécurité ça. On va remettre dans le contexte, Ouais. mais c'est le contexte géopolitique, lié à l'équipe, d'Israël. Effectivement, présence, voilà d'équipe d'Israël et forcément tension palpable, avec un match aussi, France-Israël en l'occurrence prévu en groupe phase de poule phase de poule. Le vendredi. Le vendredi en phase de poule. Donc forcément, ça apporte des questionnements, ça apporte des tensions de manière globale. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde soit en sécurité et que tout le monde fonctionne bien. Donc on voulait absolument éviter que quelconque, spectateur, soit agressé ou autre, hein, peu importe, on voulait éviter n'importe quel risque et donc du coup, mine de rien, voilà, c'est pour être tout à fait franc, c'était le sujet le plus tendu, je mets sur la table là. Tu as fait des réunions en Ah, préfecture, ça pour c'est ça, le quoi? même. C'est normal. Après, des réunions en préfecture, il y en a tout le temps.
Rassurez-vous, il y a des réunions préfecture tout le temps, pour tous les gros événements et c'est normal. Mais forcément ce contexte-là faisait que on voulait s'assurer que tout le monde soit en sécurité, que ce soit tous les joueurs, tous les spectateurs et que ça reste une bonne nouvelle parce que enfin une bonne expérience parce qu'il suffit qu'il se passe quelque chose là-dessus et tu entends parler que de ça et c'est le seul truc que tout le monde se souviendra. Donc on a fait le maximum pour que ça se passe bien. Et on est d'accord qu'il y avait des agents, du Mossad, sur le terrain? Ça, je sais pas. Non, mais on OK, sait pas. En vrai, je sais pas. En tout on cas, moi, sait j'étais pas. pas en contact avec eux, est-ce qu'il y en avait? C'est possible, je tu vois? En dehors de ça, de notre côté, on a fait le maximum. Après, eux, de leur côté, il y a des choses, qui sur lesquelles on n'a même pas besoin d'être informés. Ils ont fait le nécessaire, de pour une force de l'ordre, donc est-ce que ou pas il y avait, ça, c'est leur sujet, peu importe, mais en tout cas, l'important, c'est que ça s'est bien passé, ouais. Tu as eu des galères vraiment opérationnelles, d'urgence? Ouais, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, mais je peux te sortir une galère d'urgence, mais qui est à la fois, a posteriori un peu drôle, mais les portes ah ouais, oui, si, 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 enfin, si, si, on peut parler des oui, on peut enfin, il faut parler des WC d'ailleurs. On a eu quand même des galères sur les WC, en fait, entre les WC qui ont été bouchés et les WC à la turque, qui forcément ont surpris beaucoup d'étrangers et pas que non plus, faut être honnête, pas que. Mais c'est des WC de l'infrastructure et du coup, on fait avec ce qu'on a clairement. Mais ouais, les WC, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes et forcément des toilettes qui ont été bouchées très rapidement et donc on a trouvé une solution dans la nuit pour ça. C'est qu'en fait, les experts, en tout cas, qui sont venus pour faire en sorte que ça fonctionne derrière, nous ont dit: «Bah ouais, mais ça reste des toilettes quand même qui sont anciennes, il faut mettre, que ce qui est, à objet de concerné, il faut pas mettre autre chose quoi, des tampons, des machins et cetera. Bref, c'est un détail, c'est une connerie, mais ce qui faisait qu'en fait toutes les toilettes étaient bouchées quoi. Parce qu'il y a tellement de monde, tellement de gens et les gens sont pressés que, bah, en fait, il y avait autre chose que ce qui est prévu, Mmh. habituellement et ça a bouché un peu toutes les canalisations du site. Donc on a trouvé une solution dans la nuit, mais bon, c'est petit Ah. Ça, c'est la ça faut penser aux poubelles dans les toilettes pour les prochains ouais, par événements. exemple, mais c'est là aussi du coup tu subis aussi malheureusement, voilà, sans leur jeter la pierre, l'âge de l'infrastructure quoi. Si tu parles de galère dans pas de dernière minute, mais on a dû adapter les schedules, par exemple, des finales et les faire jouer plus tôt parce qu'on nous avait promis que les travaux seraient faits pour mettre en lumière et qu'on puisse être là le soir tard et c'est du fait de personne, hein, ni du LOC ni de nous. Et puis, en fait, à la rentrée, on t'explique que non. Et puis, on t'explique qu'aussi, bah, finalement, peut-être que le PFC féminin va venir s'entraîner pendant la compète. Bah non. Et la mise aux normes, du coup, le déplacement des espaces dans les vestiaires et les toilettes qui sont pas optimales, qui nous sont promises depuis le début, bah en fait ça non plus ce sera pas fait. On n'a pas reçu la considération qu'on aurait espéré sur l'accompagnement matériel. Et ouais, ça s'est cristallisé et logique. Hein, moi je me mets à la place des athlètes, je suis pareil. Hein, mais ça s'est cristallisé sur l'utilisation et le côté la sensation d'impropreté des WC. Mais en fait, il y a plein de choses qui nous ont été promises, qui n'ont pas été livrées. Et on parle que de matériel là, je vais pas Mmh. aller sur les thunes parce que c'est encore autre chose. Mais donc voilà, moi un truc que j'ai envie de mettre là-dessus ici où on a eu une surprise un peu, on a pris un coup de chaud tous les deux, mais c'est avec le Presta qui a été un génie très très fort là-dessus, tant mieux. C'est le traçage des terrains. Le traçage des terrains, donc moi j'arrive le mardi, je crois, ou le mercredi. Côté FF, tu vois, normal, j'ai un déj avec Pierre avant, j'arrive en début d'après-midi. Et Jérém me dit, faut venir voir les terrains là parce que ça a été tracé et faut que tu me dises. Mais tu sais, tu sens dans le truc de faut venir voir, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et pour être très clair, en fait, nous à FAF, on avait demandé à ce que vous avez sur la partie des terrains broadcastés, donc c'était mal écrit dans nos process, donc Playground a pas bossé là-dessus au début. Nous, on veut un espace tout vert sur lequel on trace que nos terrains, tu vois, pour que ça se voit cool à la télé et que ce soit optimal pour les players. Donc on se rend compte courant l'été que il y a eu quiproquo qu'on s'est pas capté. T'inquiète pas, on va recourir, on va tout mettre en vert. Ok. On arrive sur place. Je suis daltonien, mais genre je suis daltonien énervé. Hein. Je te promets que les lignes, elles étaient toujours blanches. Juste, elles étaient blanches sales. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain. Mmh mh. Et genre, mais vraiment, en vrai, tu sais, enfin, en ayant rajouté le traçage de nos terrains à nous, en fait, t'avais un patchwork dégueu au sol. Et là, en fait, on est mardi et je ne connaissais pas encore donc Philippe, qui est au demeurant adorable. Donc Christophe, excuse-moi. En gestion de ça qui a été génial tout le reste de la compète, mais en fait le premier échange qu'il a avec IFAF et donc moi et ma tête de con, c'est de dire ah non, ça c'est pas nos standards du tout en fait, tu vois. Donc bon, je m'en suis voulu sur la forme parce que on s'était juste dit bonjour avant ça, mais en fait c'était pas carré du tout, ça fonctionnait pas, tu vois.
et du travail. Donc de ce moment-là, je sais pas, il est 15 heures mardi au démarrage du allez, mercredi soir, ouais, jeudi matin, mercredi soir, cérémonie d'ouverture, où où il y a un vrai boulot qui a été fait, rappeler de l'eau de peinture, tester d'autres choses et ça a été rigolo ça à faire, ouais. C'est vrai que oui, c'est tellement derrière nous et il y a plein de sujets à se rappeler. Mais celui-là ici, il est quand même folklorique et il fait partie des sujets, sur lesquels tu peux pas transiger avec la compétition. On en parlait tout à l'heure et pour le coup, heureusement qu'on avait Christophe, hein, qui fait partie des experts français, hein, en gros, clairement de gestion des terrains, de compétition. Heureusement qu'il était là parce qu'il a une vraie connaissance, de comment gérer un terrain. C'est pas si simple que ça, c'est pas de la peinture que tu vas acheter à Leroy Merlin, hein, oublie, hein, parce que c'est mort, hein. Parce que c'était un terrain synthétique en plus. Exactement. Il y avait les terrains synthétiques et le terrain de la finale, qui était un terrain, gazon classique. Et ça, c'est plus facile à limite. Plus facile. Ouais, plus facile effectivement, mais du coup la gestion, il y avait tous les sujets en fait. Il y avait le terrain ga le Tu peux tondre et tu remets de la peinture derrière, alors que synthétique, tu peux pas tondre. Faut que exactement et tu puis donc du coup, avec des terrains synthétiques différents, de dates différentes, de qualités différentes, donc de forcément des enjeux aussi niveau peinture différents. Enfin, tout ça est très précis. C'est un métier qu'on a appris ces derniers mois. On a un peu fait un step up là-dessus et tant mieux, mais c'est des taux de peinture très précis, des pourcentages, effectivement très précis, selon, l'eau que tu mets, le type de peinture et cetera pour que ça fonctionne et que ça parte. Mais c'est vrai que c'était un défi clairement parce qu'il fallait s'assurer que ça fonctionne dans la qualité et que ça fonctionne bien niveau podcast et ça a bien marché au final, donc c'est cool. Mais surtout qu'on puisse rendre un site en l'état, directement au Val-de-Marne parce que si derrière le Val-de-Marne vient nous voir et dit: «Bah, écoutez les gars, vous êtes mignons, mais vous avez flingué, les terrains, il va falloir payer une somme astronomique pour tout refaire», c'est impossible. On est obligé, nos écoles sont obligées de jouer au flag jusqu'en décembre parce que votre terrain il s'efface pas, enfin tu vois l'enfer. Et parce que oui, ça pour le coup ils nous ont pas trop aidé sur certains trucs, mais les petits coups de pression comme ça, tu vois, encore une fois, c'est le genre aussi de choses avec lesquelles il faut savoir dealer en tant qu'organisateur, en tant qu'IF, où tu te retrouves à avoir des discussions un peu, t'as la sensation lunaire. Toi, t'arrives pour livrer ce qui se fait de mieux dans ton sport, parce que c'est une réalité. Les meilleurs athlètes d'Europe étaient là. Et en face de toi, tu as l'impression qu'en fait, et all due respect pour ça, tu vois, mais c'est un tournoi de l'AS du collège le mercredi après-midi qu'on leur propose. et attends, moi j'ai un autre sujet, qu'on m'a parlé, Adeline qui me disait que les terrains d'entraînement, vous avez aussi des petits soucis, de qui étaient, totalement, C'est pas envahis de mal ça. merde d'oiseaux? C'est bien, je vois que tu es bien informé. En tout cas, tu as pas mal, d'indicateurs à droite à gauche, là-dessus. C'est ça, ça fait partie des trucs qui t'arrivent, effectivement, des galères ou des cas particuliers. C'est pas allez, pour donner un peu de contexte, on va prendre 30 secondes dessus quand même. Tu le nom de l'animal ou pas? Ouais, ouais, j'ai le nom d'Aïda, bah, je m'en souviens maintenant. Je peux te dire que je m'en souviens bien. Ce qui se passe et c'est un problème régional. On va parler un peu effectivement, voilà, écologie, oiseaux. C'est un problème régional, on l'a appris sur place, quoi. C'est le parc qui nous a informés. En fait, en septembre, il y a, les bernaches du Canada. Je vous invite à aller voir. C'est magnifique, hein, c'est très joli. Les bernaches du Canada, c'est un type d'oie, voilà. Donc c'est des oies qui s'appellent les bernaches du Canada qui sont en fait en migration et en septembre, c'est un problème régional parce qu'ils arrivent, effectivement dans tous les parcs de la région et c'est sur leur chemin et en fait, forcément, ils sont à la recherche de verdure. En Île-de-France, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas non plus partout, hein. C'est quand même très bétonné pour ceux qui connaissent pas et en fait, ça se trouve que le parc où on était, pour le coup, était parfait. Parce que c'est un grand parc, verdure en plein milieu, de béton dans tous les sens, Long de la d'autoroutes et Seine, cetera. le long de la Le Seine. long de la Seine en plus aussi, effectivement, donc parfait pour, ces bernaches et en fait, ils arrivent, mais vraiment par 200, 300. Enfin, c'est un délire. Vous l'avez pas vu peut-être pendant la compétition parce que vous les avez Bah pas vus non, parce qu'il y a du monde. Parce qu'ils viennent pas quand il y a du monde, mais les semaines d'avant et les jours d'avant, quand il y a personne, en fait, on l'a vu quand on a commencé le montage. T'as 200, 300 oies qui arrivent, qui se posent et tu peux rien faire. Enfin, c'est ingérable. ce que je vous rappelle, la norme ISO pour laquelle Playground est en train de se positionner, c'était compliqué de toutes les fumer, tu vois. On n'allait pas, on respectait la nature quand même. On n'allait pas sortir les fusées de chasse, toi. Mais du coup, ça a fait quoi comme impact d'avoir, ces bernaches du Canada, qui arrivent, Et ben en sur le fait terrain? pile poil comme en plus les terrains d'entraînement étaient sur des terrains en gazon et bien, en fait, ça leur convenait parfaitement pour faire leurs excréments, tout simplement. Donc elles ont fait leurs besoins sur ces 2 terrains d'entraînement comme par hasard. Et ce qui fait que le terrain d'entraînement, clairement, oui, malheureusement, a été impraticable, pour les athlètes. Faut être honnête, c'est pas des conditions idéales. Qu'en fait vas-y. Et puis même nous à FAF, on est parti. Normalement, on demande à ce qu'il y ait pas d'échauffement sur les sidelines. Très vite, la décision a été prise de nouveau, on est dans un délire
de sécurité au global des athlètes, on n'allait pas demander aux personnes d'aller là-bas. Jérém, toi, dès le premier jour, quand on a vu que c'était l'enfer, tu as envoyé des équipes. En résumé, il y a des personnes qui sont allées ramasser la merde, tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu reviens le lendemain matin, en fait, vu qu'il y avait personne et que tout ce que tu as fait, c'est de nouveau au même endroit, ben, à un moment donné, c'est pas le job des agents, des agents, des bénévoles, etc. C'est hors de question. En tout cas, moi, en tant qu'AFA, je veux pas qu'on envoie des bénévoles ramasser ça. Et on avait la possibilité, c'était peut-être pas optimal, mais de laisser quand même ces espaces d'échauffement côté sideline qui étaient réservés aux athlètes et aux délégations. Donc j'ai l'impression que ça a assez fonctionné et que in fine, c'était suffisant sans être optimal, mais suffisant. Ouais, c'est vrai que là-dessus, tu tombes sur un truc où c'est ingérable, de ton côté et tu fais avec. En fait, tu fais le maximum pour trouver des solutions bis. Mais c'est vrai que quand ça tombe sur le nez et que le jeudi matin, enfin même le mercredi, tu vois le terrain qui est comme ça, tu dis, tu es déçu aussi de pas pouvoir offrir la meilleure qualité possible, alors qu'en réalité, ils auraient eu toute la place possible sur ces terrains d'entraînement. Ils auraient été trop bien pour s'entraîner. Et quand Tu parles de qualité. Ça a été quoi la perception des équipes étrangères, sur, tout ce tournoi-là? Ah bah, ça, c'est à eux qu'il faut demander. Après, je sais qu'il y a beaucoup de remarques là-dessus et c'est là où forcément, c'est un peu dommage en tant qu'organisateur, il y a un petit côté, tu dis: «Bon, fait chier» parce qu'il y a forcément le problème des toilettes et ces problèmes d'entrée de terrain d'entraînement, qui ressortent le plus et c'est ce qui ressort le plus. Après, à l'inverse, honnêtement, après, c'est peut-être parce qu'on était en face, mais j'ai discuté avec beaucoup de fédérations, notamment le samedi soir au Flag Festival, avec beaucoup de team managers et cetera. Franchement, tout le monde disait que c'était très bien organisé, qu'il y avait une vraie ambiance, il y avait une atmosphère, il y avait du monde, il y avait le truc qui était carré. Tous les matchs, ils ont commencé à l'heure. Je suis pas là pour critiquer les anciens organisateurs, je sais pas, peu importe, mais tous les matchs ont commencé à l'heure. Ils avaient ce qu'il fallait, ils avaient à manger, ils avaient le transport qui était là, mis à part un ou 2 soucis. Honnêtement, il y a eu, peut-être 2 soucis de transport, mais tout s'est bien passé et qu'ils ont vécu un truc. Ils ont vécu une bonne compète et un truc, qui passait bien. Effectivement, on s'en excuse pour les problèmes de WC et malheureusement et d'ernage du Canada, mais il y a des choses qu'on maîtrise pas toujours et on fait le maximum pour. Donc forcément, c'est dommage quand c'est ça qui ressort. Mais à l'inverse, c'est les seuls retours qu'on nous a donnés vraiment négatifs. Tu vois ce que je veux dire? Et pour le coup, là, des retours négatifs, ils hésitent pas à nous le dire, à nous le faire. On nous a même dit une fois que le merchandising était trop cher. Bon, OK, le merchandising était trop cher, mais tout est vendu, donc quelque part, c'est que ça marche aussi. Donc c'est le jeu aussi, je me mets à leur place, j'ai fait d'autres sports aussi. Faut se rendre compte aussi que c'est normal, les team managers, ils veulent le meilleur pour leur équipe et ça, c'est normal, je le comprends tout à fait. On est là pour offrir le meilleur, mais le meilleur, il est dépendant de nous, notre contexte organisation et il est dépendant aussi, il faut être honnête, du contexte aussi de chaque fédération, des moyens de chaque fédération, parce que chaque fédération avait la possibilité, et certaines l'ont fait, de upgrader leurs possibilités, leurs prestations, notamment hébergement, par exemple. Si demain, toi, tu voulais un hôtel de meilleure qualité pour ta délégation et que tu avais les moyens d'eux, et ben, on faisait tout pour que ça marchait et on offrait cette prestation aussi parce qu'on était là pour que ça fonctionne pour tout le monde, quoi. Et alors, je vais profiter qu'on soit un peu dans cette partie, pendant la Mmh. compétition. Si vous pouvez peut-être nous donner quelques petites anecdotes, tu vois, que le public il a jamais entendues. Une galère, un fou rire, une surprise de dernière minute. Vous en avez déjà parlé de quelques-unes là, mais s'il y en avait d'autres. Tristan, il y en a plein qui viennent en tête. Ça me fait rigoler maintenant, mais tu étais à côté de moi là, on est au HQ aussi. Je suis devant iFav TV au moment où ça se lance, le jeudi. Tu vois, les premiers terrains passent et en fait, on avait 4 terrains broadcastés et sur ce premier slot, me demande pas pourquoi mec, il y en avait que 2 qui passaient et dès qu'il en rebasculait, par exemple, il y avait le terrain 1 et terrain 2 qui étaient on air et 3 et 4 qui partaient pas. Et j'avais le gars au téléphone, il me disait c'est bon, c'est parti sur le 3. Donc j'allais sur le 3. Ouais, c'est vrai, je revenais sur le 2, il y avait plus de match. Mais il y a plus sur le 2. Il passait sur le 2, ça décalait. Tu sais cette espèce de jeu où des taupes là, tu sais qui sort, que tu veux taper et ça ressemble. Je pétais les plombs mon gars. Mais je voulais jeter mon ordinateur contre les murs, tu vois. Et parce qu'i5 TV sur la communauté, on fait peu de chiffres, hein. Enfin on fait peu de chiffres, je crois on fait 40 000 vues, donc c'est très cool, mais c'est pas. Enfin, le problème, c'est pas le grand public, c'est que quand t'as la tati qui est restée au fin fond de l'Espagne et qui veut voir, ce qui est logique, tu vois, sa nièce jouer direct, on se fait insulter nos familles sur 8 générations sur les réseaux parce que le terrain numéro 3 marche pas. Et c'est ok, tu vois. Mais j'étais là devant et en fait, zéro solution. Je suis avec le broadcaster, il me dit, je comprends pas. Je suis avec la plateforme Sportall, je comprends pas. Si, c'était quelque chose. Tu déjà dû te faire insulter ta famille, sur le fait qu'il y avait pas tous les terrains de Oui, retransmis, hein? alors après ça c'est un autre enjeu là-dessus, on en revient sur les priorités de ce qu'on veut faire et de la manière dont on veut montrer le sport et surtout ce que ça coûte, mec, tu vois. Et je rentrerai pas dans le détail des dieux, mais si vous saviez l'argent qu'a coûté
le broadcast au global, et on est super fiers de ce qu'on a lâché pour la finale. C'était vraiment cool et je pense que c'est comme ça que le sport mérite d'être filmé, pour être très honnête, parce que c'est comme ça qu'il doit être filmé. Mmh, et ces 2 jours, en fait, en monocam, qui sont cool parce que ça permet de voir les matchs, mais je vous rejoins, le timing est pas toujours là, le scoring est pas forcément toujours là selon le remonté. Enfin, c'est tout un système d'organisation qui mériterait de poser un billet pour que ça fonctionne, il faudrait poser 300 000 balles sur la table que personne n'a. Et oui, j'entends que les 8 terrains n'aient pas été là-dessus, qu'il n'y ait pas tous les matchs. Maintenant, on est à non, mais on est à plus de 200 heures de direct. C'est ceux qui connaissent un petit peu, c'est énorme avec toutes les équipes sur place, les caméramans, les gens derrière. Donc oui, j'entends, mais je crois aussi que notre sport, il mérite d'être vu sur des broadcasts qui valent vraiment le coup. Donc de prioriser ça et du contenu sideline en fait, avec des gens qui savent faire ça. Ouais, enfin, pour mettre un point de vue un peu différent, c'est honnêtement, je pense qu'il y a peu de sports qui font l'effort de filmer 4 terrains, jeudi, vendredi, non-stop, de 8 heures à 19 heures le jeudi, de 8 heures à 21 h 30 le samedi. Enfin, Roland Garros. oui, ouais, voilà, voilà, et dans cette capacité avec des vraies caméras, des vrais caméramans, la boîte de presta qu'on a fait ça, par laquelle on est passé, qui s'appelle PGS, qui sont ultra professionnels. Ils bossent sur plein d'événements, ils bossent notamment sur la captation de Ligue des Champions niveau foot. Donc, je veux dire, ils ont un niveau d'exigence potentiellement le plus élevé possible avec, l'UEFA derrière et ils sont en capacité de tout faire. Mais en dehors de ça, ils nous ont dit eux-mêmes, franchement, le niveau et le temps passé, le temps broadcasté, il est énorme et vraiment très peu de sports le font. Donc il faut se rendre compte du travail dessus derrière parce que c'est beaucoup de caméramans, beaucoup de techniques derrière pour s'assurer qu'il y a aucun problème. En l'occurrence, il y en a toujours un petit peu au début, au démarrage, mais que ça se passe bien derrière. OK, j'aimerais bien qu'on parle, des speakers aux Ouais. spectateurs. Moi, j'ai été interviewé par, Frenzy, d'Orléans. On peut dire qu'il s'est fait kiffer, non? Franzi, il nous fait kiffer parce qu'il se fait kiffer. Donc oui. Ah Franzi est tellement dans le kiff d'être dans cet endroit-là et de faire transpirer sa bonne humeur et sa joie d'être ici. Il est venu, il nous a fait ça bénévolement, mec. ah non, mais ça se voyait qu'il était à fond, tu vois? Et Il d'ailleurs, mettait de la il le bonne faisait. humeur. Franzi, là où t'as raison, c'est que un truc, il le faisait peut-être un peu trop parce que une des choses que j'ai pu recevoir, j'ai certains team managers de certaines équipes, maintenant on se connaît bien, et je recevais, sur sa première intervention le premier jour, je recevais des WhatsApp d'un pote de Team Italie qui me dit, ah, les gars, faut baisser le son parce que faut baisser le son du speaker parce qu'on n'arrive plus à passer les consignes, les gens ils s'entendent pas. Et vu que tu parles de ça, on est obligé aussi de remercier quand même Peter et Lucie, hein, quand tu es venu. En fait, Franzi, il a fait une bonne partie des après-midi et en fin de journée, et Peter et Lucie qui sont venus, et qui ont fait le truc d'une manière très professionnelle. Enfin, je pense que Peter Anderson ici, sur l'audience, tout le monde connaît, et Lucie Agra qui a cartonné aussi, qui est aussi speakeuse, je crois, sur Paris Basket, je dis pas de bêtises. Ou sur, c'est ça, Paris Basket, je Sur le crois? Paris Basket. Paris Basket, ouais. Mais voilà, les 2 ont cartonné aussi, et avec Frenzy, le trio faisait que ça marchait bien, et c'est indispensable pour faire vivre un peu l'événement, ouais. Et Frenzy a commenté aussi, non, les finales? Donc on avait Franzi donc d'Orléans, Marcangelo Souma et Marie Fatou Gueye de beIN Sport, et on avait Nicolas Piermas qui a fait aussi le duo là-dessus, qui nous a fait aussi pas mal de contenu avec Léo pendant l'event, et on est en attente d'ailleurs d'une vidéo plutôt cool en interne La vidéo. qui va sortir de leur côté. Moi, j'ai trouvé, vraiment il m'a impressionné, Frenzy dans ses commentaires de la finale. J'ai trouvé Ouais. vachement bon et je pensais pas qu'il avait une telle connaissance, aussi Bah, tu du vois, flag football. parce que tout ça aussi, ce qui est très chouette, c'est que on est tous dans un moment où je reviens sur cette génération là globale du flag là, toute l'équipe qu'on est tous, de moi à Scott Harrison en passant par les arbitres, etc. là, toi Romain. C'est que en fait, on a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui sont juste fans du truc et très humbles à vouloir apprendre. C'est-à-dire que Franzi, en fait, il est passé nous voir dès la semaine précédente pendant qu'on mettait en place, en disant, les gars, moi il me faut des infos, donnez-moi des trucs, et on l'a nourri de fiches et d'histoires, etc. Et en 10 jours, le gars, il s'est créé une connaissance des choses. Et puis, après, tu mets la magie d'un personnage de ce qu'il est lui, comme Pierre amène sa magie, comme Marco amène la sienne. Et ouais, je pense que ça marche. Ça aussi, c'est un upgrade pour le broadcast d'avoir du live commentaire, tu vois. Je bascule un peu les sujets là parce Le que temps passe. j'en ai 2 autres à faire un peu sur la partie, grand public, 3. Heu, Tu as parlé du catering pour tout ce qui est accrédité, donc les joueurs, le staff. Heu, pour tout ce qui est, food and beverage, donc la partie vraiment manger, pour les spectateurs, c'était, des food trucks. En partie, ouais.
Ça s'est bien passé ça? Tu étais plutôt Franchement, content? carrément content et les food trucks étaient extrêmement contents aussi, pour ceux qui ont l'habitude de bosser avec eux, vous savez que des fois, bon, il y a quand même un enjeu pour eux parce qu'ils viennent, ils font l'effort, ils prennent le pari justement de venir là-dessus. Et nous, on a motivé un maximum de gens pour en fait, on avait 3 food trucks par jour et 3 différents à chaque fois pour les gens qui venaient tous les jours pour avoir une offre différenciée. Vraiment, il y a un peu de tout eu, du végé, du barbecue pour ceux qui veulent, du chilien pour ceux qui veulent, l'italien pour d'autres, hein. Donc chaque jour, on a fait l'effort de différencier pour l'ensemble des spectateurs et ça a plutôt même très bien marché pour eux, donc tant mieux. Et à côté, nous, on a géré de notre côté en interne toute une buvette, un peu classique, à la fois avec les boissons, mais aussi avec des petits snacks, simples et classiques. Et c'était indispensable parce qu'en vrai, honnêtement, la buvette a cartonné et ça a marché non-stop, quoi. Donc ça faisait partie des petits upgrades qu'on voulait mettre en place dans un lieu qui n'avait rien de base, où il faut tout, monter, from scratch en l'occurrence, en partant de zéro. Et plutôt content de l'équipe, très content de l'équipe, qui a géré Ouais. ça et notamment Audrey qui était responsable buvette, petite dédicace. En tout cas, on a bien mangé. Et ben, tant mieux si d'un point de vue spectateur vous avez aimé, Je parlerai pas du prix parce que bon, chacun est libre de non, bien décider sûr. si c'est Non, cher, chacun pas ses cher, goûts, mais chacun ses envies évidemment, mais c'est pour ça qu'on a essayé de faire l'effort à chaque fois d'avoir des food trucks différents par jour pour apporter une diversité, ouais. notamment, je sais pas, vous avez trouvé ce mec, qui fait des gaufres en forme de tour Eiffel? Tu as kiffé? La gaufre était très bonne. Ouais, il a marché, il a cartonné aussi de fou, il a cartonné. Ah bah lui, mais attends, mais c'est fou, à partir du milieu d'après-midi, il avait une queue de C'était 30 minutes alors qu'il y avait plus personne Ouais, qui allait c'était prendre une burger non-stop, à c'était côté. Je me suis non-stop dit: et tout, «Putain, donc non, tant mieux, c'est il le est bon bien». côté qu'on voulait apporter en plus et même les athlètes, ils sont allés, j'ai vu et tout, donc c'est le principal, c'est là pour ça, donc c'est une bonne surprise. OK. Je passe sur, la journée du samedi, Yep, et yep. sur les billets. Donc c'était le seul jour, avec de Ouais. la il y a eu des déceptions. Heu, je voudrais que vous m'expliquiez un peu comment vous avez décidé cette stratégie, que ça soit au niveau des prix et aussi, bah, de l'emplacement des différentes catégories. Et notamment que, bah, soit tu es sur la main courante, soit tu es dans les tribunes. Effectivement, alors faut savoir que ça a quand même cartonné, on a eu quasiment 2000 personnes le samedi dans la journée, surtout pour les finales. Il y a eu alors les places classiques, c'était pour les placements debout, bord terrain. Donc ceux qui étaient présents, bord de piste, bord de terrain, effectivement. Et après les tribunes étaient réservées aux délégations, au protocole et au package VIP. Voilà, à ceux qui ont acheté des packages VIP, effectivement plus élevés. Dans le package, il y avait effectivement de la nourriture, il y avait des goodies et il y avait la possibilité d'avoir une place assise effectivement en tribune et cetera. Je pense effectivement, tu as raison de soulever le sujet, c'était un petit loupé, d'un point de vue accueil et sécurité de notre côté. Normalement, il y a les personnes qui étaient en VIP devaient être en tribune, bien positionnées et avoir, une belle vue sur la compétition et des retours que j'en ai, pas tout le monde, n'a pu, malheureusement accéder à ces places-là parce que apparemment le brief a mal été fait au départ. L'info que j'ai, c'est que à partir d'un certain moment, en tout cas en deuxième partie de journée, les gens ont pu y accéder et avoir accès à toute cette prestation et cetera au global, mais pas tout le monde. On s'en excuse pour les gens qui n'ont pas eu accès. Effectivement, c'était pas l'idéal. Pour info, tout de même, une fois qu'on a eu l'information, on a tout de même aussi, nous, de notre côté, fait un geste, complémentaire, c'est qu'on les a invités dans le salon protocole. Alors je sais pas qui a eu accès et qui n'a pas eu accès, mais on a quand même essayé de compenser pour ces gens-là d'avoir accès au salon protocole qui était un salon en dur, en dessous de la tribune avec une prestation effectivement complémentaire en termes de boissons. On a fait le maximum au minima pour, rectifier le tir et compenser, ce qu'il faut aussi pour ces personnes qui ont subi ça. Pourquoi, le choix de pas avoir de billets grand public sans prestation dans les tribunes pour La s'asseoir? tribune était trop petite pour ça. Tu avais déjà Elle était déjà remplie par toutes Elle les, était blindée différentes, et si vous regardez les photos ou les images de la finale, vous verrez qu'elle est blindée. En fait, elle est blindée, par, protocole et package VIP et beaucoup par les délégations. Et en fait, la tribune, si je dis pas de bêtises, hein, elle était peut-être à un peu moins de 800 places environ, peu de choses près, ça dépend comment vous comptez et cetera, mais peu de choses près, c'est l'ordre d'idée. Tu comptes toutes les délégations, plus les protocoles, hein, j'entends quand même les invités, du Val-de-Marne, de la ville de Paris qui ont soutenu, qui ont financé l'événement et cetera. Plus tous les gens qui ont acheté un paquet Endzone. Au final, elle est blindée et vous regardez pendant la finale, elle est blindée. Donc effectivement, je suis conscient que, les gens qui ont été debout, c'est peut-être pas la meilleure expérience spectateur pour eux. La réalité, c'est que là, encore une fois, on fait avec l'infrastructure nécessaire. Petite déception aussi parce qu'on a poussé au maximum pour, faire venir les gens sur le terrain. Pour être tout à fait franc et tout vous dire, on est qu'entre nous, même si ce sera une diffusion worldwide. Mais, on voulait que les gens aillent sur le terrain et la pelouse. On a eu un blocage de la part du site, allez 1 mois et demi avant. Initialement, c'était prévu, les gens devaient pouvoir aller sur la pelouse pour être au plus proche
du terrain et de l'action. Mmh. Pour différentes raisons, on a Ouais. eu ce blocage-là. C'était source de tension forte, mais en même temps, on pouvait pas, on n'était pas chez nous, voilà, tout simplement et on n'a pas la possibilité d'accueillir ces gens-là. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas idéal pour tout le monde, surtout pour les enfants. Mais on a fait le maximum. On a mis un espace, dédié pour des enfants au tout début, au premier rang, notamment avec les activations de la fédération française. Je crois qu'il y a eu quasiment 200 gamins qui sont venus, qui étaient au premier rang, pour aider aussi, pour que les gosses puissent, bien voir la finale. Mais c'est là où du coup, c'est tout le sujet, Et c'est qu'en fait, nous, on est là pour faire le maximum pour sublimer le site, mais on fait avec les cartes qu'on a en main, quoi. On aurait espéré faire mieux et les prochaines fois, on fera encore mieux, mais on est obligé de faire avec les cartes qu'on a en main, quoi. je me demandais, mais en quoi le fait que les 2 équipes de France se soient qualifiées en demi-finale, ça vous a aidé? Ça a aidé, l'organisation? Parce que du coup, les demi, ça aurait pu ramener beaucoup de monde déjà, et bon 8 heures du mat. Je prends tout sur IFAF, c'est le calendrier qui est dû au fait qu'aujourd'hui la compétition fait qu'on accueille autant de nations et que si tu veux permettre aux joueurs de jouer dans les bonnes conditions et donc de ne pas enchaîner 4 matchs le vendredi par exemple, ou d'avoir assez de temps de récupération entre ta demi-finale et ta finale ou potentielle petite finale, c'est ce que nous on impose avec les limites que ça a, je l'entends, mais pour le coup c'est comme ça, tu vois. D'un point de vue événementiel, en revanche, pour revenir, bah oui, forcément, en fait, tu as fait monter la sauce, tu as du monde dans les tribunes. Et si les deux équipes de France avaient pu jouer au moment où il n'y avait plus que ces 2 matchs à jouer, c'est-à-dire les 2 finales, ça aurait été même, je pense, encore plus fort parce qu'il y a beaucoup de public, les supporters des Bleus, etc., qui étaient là pendant la troisième place, qui ont laissé tout ou partie de leur place au moment du Angleterre-Espagne et Italie-Autriche, tu vois. Donc Angleterre-Espagne, n'importe quoi, Angleterre-Autriche. Bref, pour les 2 matchs de la médaille d'or, pour être plus clair. Donc ça aurait été d'un point de vue organisationnel encore plus stylé pour l'atmosphère. Probablement, je vais te laisser la place pour le business après sur le Flag Festival parce qu'on a eu, Ouais. il y avait moins de monde. En tout cas, il y a une période où il y avait moins de monde. Voilà, mais c'est que du positif et ça montre que là, pour le coup, c'est dédicace à tout le boulot qui est fait à la Fédé, que ce soit dans les bureaux, sur le terrain, tous les athlètes ou autres. Enfin, c'était impressionnant à avoir joué et c'est sûr que ça va aider, avoir des équipes de France et des athlètes à ce niveau-là, ça va aider le flag à grandir encore dans un pays comme la France qui demande qu'à grossir, qui sera là pour les jeux, on le souhaite. Et en tout cas, bravo à toutes les strates de la Fédé pour avoir positionné ces 2 équipes ici, quoi. Tristan, est-ce il y a eu un moment fort où tu t'es dit, «Là, on a réussi quelque chose d'important pour le flag, football européen Ouais, ou enfin, mondial»? c'est monté petit à petit, en fait. Et on s'est même nous, toi et moi, croisés dès le jeudi. Voir autant de monde au bord du terrain, dès le jour 1 et qu'ils soient pas que des gens que tu as l'habitude de croiser ou des gens des clubs et cetera. Là, déjà, tu te dis: «Putain, ça monte», tu vois? Et oui, je pense qu'il y a un moment où je suis tout seul, au moment des finales, justement, face à cette espèce de tunnel, qui a été créé avec les jeux de fumée et cetera. Et je crois que ça doit être sur l'entrée des gars, pour être honnête. Et tu vois toute cette tribune, le monde qui bouge derrière, et tu sais, tu te retournes. J'avais déjà vu le broadcast des filles, je fais putain, c'est vrai que là, ça ressemble à quelque chose. T'as le grand écran, t'as cette tribune qui est pleine, t'as les joueurs qui sont là, où tu sens de l'émotion, il va y avoir un truc de ouf. Et tu sais, tu sens qu'il va y avoir une communion entre le terrain et le public, ce que tu cherches dans n'importe quel sport que tu fasses. Et je faisais de la natation, la gueule sous l'eau, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quelqu'un qui connaît ce manque potentiellement, qui est capable de te le donner. Et voilà, et à ce moment-là, je vois les gars rentrer, je me retourne. T'as les drapeaux qui attendent et qui volent, et trop cool parce que ça rend bien, ça va être face caméra. Dans le fond là-bas, t'as ton plan presse qui est en train de fonctionner où t'as des médias internationaux qui sont en train d'interviewer les filles suite à la finale avec toutes les équipes. Tu regardes autour, t'as les photographes qui shootent. Je fais une longue liste, mais c'est pour te dire qu'en fait, dans cette fraction de seconde, j'ai dit ouais putain c'est bon. En fait, je pense que une bonne partie de ce à quoi on voulait que ressemble l'événement a été réussi. 90% de ce changement vient du fait qu'on est accompagné par les bonnes personnes à ce moment-là. Tu as réussi à créer le début de l'intérêt de ce que tu veux, ce à quoi toi tu crois profondément et que tu sais vers où tu veux aller. En fait, il y a d'autres gens qui commencent à le voir et à y croire. Et là, en fait, Du coup, là, tu en parlais un petit peu là, que ça repose aussi sur les gens, les bonnes personnes qui travaillent avec toi. Donc si on parle un peu maintenant, bilan, héritage et essayer de tirer des leçons et parler de l'avenir, est-ce que ce modèle d'organisation là qui a été initié et que vous avez, essayé, avec, donc, l'utilisation d'un comité d'organisation local, externe avec une société, ça va être amené à se répéter? Ou alors il y a eu des couacs et on va avoir un retour avec des fédérations en non, support? alors
sur Là, très l'organisation? clairement, on est vraiment dans l'énergie de dupliquer ce genre de choses pour l'efficacité, pour favoriser la vie, encore une fois, des fédérations locales. Et les avoir dans la boucle, sur un système d'aide et cetera, c'est primordial puisque les clubs, l'écosystème, tout ce que la FFFA a ramené, je veux dire ça, c'était accélérateur à 100 et ça bouge pas. Mais je crois vraiment que le modèle que là, on a un peu débloqué doit devenir la norme. Alors, est-ce que ce sera possible sur tous les continents, pour toutes les compétitions, tout le temps? Je sais pas. En revanche, il y a déjà des nations, et je les tairai ici parce qu'il y a aucun intérêt, mais il y a déjà des nations qui sont venues nous discuter avec nous de 2027 et de comment ça se passe. Et ces gens-là, m'ont parlé à moi de nombreuses fois, et pendant la compétition, ont voulu discuter avec le LOC privé pour savoir quelle est l'organisation, comment ça se passe, quel accompagnement. Nous, on a tout intérêt d'ici à 2028 à continuer à se professionnaliser au sens le plus large possible. Et quoi de plus basique et primordial que de permettre à nos assets événementiels, qui sont aujourd'hui la plus grosse force d'IFAF, on en a déjà discuté ensemble la dernière fois, que d'être roulés comme ça en fait. Et encore une fois, de faciliter la vie à tout le monde et de progresser. Donc aujourd'hui, les travaux et le bilan que moi je vais faire de ça et qui vont accoucher donc de nouveaux standards, je l'espère en tout cas là-dessus, sont majoritairement orientés vers cette option A qui doit devenir l'accompagnement privé tant que faire se peut, c'est sûr. Et toi, Jérémy, du coup, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui veut organiser un événement de cette ampleur? Une autre prestataire qui devrait être en charge de ça? Écoutez, on est là pour vous, hein, on a l'expertise et les historiques. Non, mais mis à part ça, effectivement, surtout pour les différents pays, hein, parce que 2027, c'est la règle un peu tacite, évidemment, ça change de pays à chaque fois, c'est normal, il faut. Toi, tu te vois, si on t'appelle en Espagne, on te dit: «Ouais, on aimerait bosser avec Playground là, parce que vous l'avez déjà fait», Bien vous êtes sûr qu'on est capable? capable. On organise un événement à Madrid, pas plus tard que dans 2 jours. Un événement de paddle. Et ce serait quoi alors un conseil à une société là qui est contractée, pour, organiser le prochain championnat d'Europe de flag? Tu donnes quoi comme conseil? Le soutien OK. politique est important, clairement, en France et dans d'autres pays aussi évidemment, voilà. Soutien politique est important parce que ça t'ouvre des portes, parce que si tu veux faire, vibrer, par rapport à ton sport, il faut qu'il soit là, il faut que tu fasses plus parler à la jeunesse. Le site est indispensable. Le site et l'hébergement sont quand même 2 sujets, cruciaux au vu de l'ampleur et de la quantité de personnes, même si dans 2 ans, si j'ai bien compris, IFAF réfléchit à peut-être limiter, avoir un cap, je sais pas, j'en sais rien, ou pas du tout. Non, je sais pas. Bon, on va voir, vous verrez. Mais en tout cas, nous, la difficulté qu'on a eue, c'est clairement, l'ampleur et le nombre de personnes. 43 équipes, c'est quand même un chantier à gérer en transport, en hébergement, en restauration. Donc, avoir un site en mesure d'accueillir ces personnes-là, non loin non plus effectivement d'un aéroport international et avec un parc hébergement, ça se trouve pas non plus partout. Évidemment, il y a plein de pays qui l'ont, mais ça vaut le coup de se pencher là-dessus et d'aller dans le détail sur ce sujet-là. Mais ça, c'est la partie pour que ça fonctionne. Derrière, après, il faut comment vous faites vivre votre événement d'un point de vue expérientiel, parce que maintenant, le flag veut et doit passer un cap de comment on fait vivre les gens autour de cette compétition-là. Donc là, si on s'hésitait à refaire, est-ce qu'on ferait des choses, différemment? Ouais, bah, on ferait toujours, plein de choses, un peu mieux, un peu différemment, on apprend aussi, parfois en marchant et au vu des contextes donc les choix qu'on a faits, même si certains on aurait pu être mieux évidemment, je suis pas sûr on aurait tout chamboulé. Parce qu'en fait, honnêtement des sites comme ça, en tout cas proches d'un aéroport, bah, il y en a pas tant que ça. Et on a fait le tour de toute l'Île-de-France, hein, croyez-moi. Ou bien plus loin, bien plus compliqué. Avec un parc hôtelier très proche aussi, bah, il y en a pas tant que ça non plus. Avec des tarifs abordables aussi, hein, parce que l'idée c'était de rester dans le pricing imposé par l'IFAF. Il y en a pas tant que ça non plus. Donc tout ce qui est vraiment proche Paris, tu l'auras pas parce que c'est 2 fois plus cher. Donc voilà. Mmh. Après, franchement, honnêtement, on a eu la chance, d'avoir une belle équipe, d'avoir des prestataires qui nous ont suivis, de A à Z. Je pense on changerait plutôt des choses sur des volumétries, c'est des détails, mais des détails importants, des volumétries de commandes, des volumétries, un détail par exemple sur le merchandising, tout c'est hyper bien vendu à part, tout ce qui était, triple XL et c'est peut-être normal aussi et voilà, enfin, c'est des détails comme ça, mais plein de petits détails comme ça à voir. Ouais, peut-être des choses pour toi? Tu me donnes une baguette magique, le site est plus accueillant. Ça n'existe pas, tu vois de ce que je veux dire? Mais forcément tu revisites le site et tu augmentes peut-être tes standards là-dessus. Du coup, en y réfléchissant quand tu poses la question, je pense que
On aurait essayé de faire appel à plus de bénévoles, par exemple, en détail concret. On a eu quand même 200 bénévoles, ce qui est beaucoup, hein. Une belle réussite, mine de rien. Je pense qu'on aurait pu faire plus et faire mieux en termes de bénévoles et on aurait eu besoin de plus de bénévoles, par exemple, pour être un peu précis, tu vois? Sur plein de missions. Et c'est quoi ton plus beau souvenir de ces championnats? En vrai, bon, c'est à la fois simple. Ah, j'en ai allez, je peux t'en sortir un petit trio. Le premier c'est, l'opening, celebration, mine de rien. Malgré la pluie, les gens ont fait l'effort de venir. Il y a même des spectateurs qui sont venus, gratuitement, mais ils sont quand même venus, ont réservé leur billet. C'était un moment de lancement important. Trocher, il a lancé ça de manière parfaite comme il sait faire. Totally fluent in English, c'est trop fort. Le Val-de-Marne était là et ils nous ont soutenus, tout le monde était là et c'est vrai que c'était un moment marquant et fort pour nous parce que ça a lancé un peu notre kick-off, au bout d'1 an de travail quasiment donc ça c'était cool. Le deuxième c'est quand même bon forcément la cérémonie des récompenses, quand on a vu que tout fonctionnait bien, tout marchait, tout le monde était heureux, fatigué mais heureux, qu'il y avait de l'ambiance en tribune aussi. Donc mine de rien, on s'est dit que là, il y a quelque chose, qu'on a réussi, ça fait plaisir. Et le troisième, c'est le Flag Festival où après une petite frayeur, on s'est dit, «Putain merde, ça va être compliqué, il y a pas grand monde qui va venir» et en fait, les gens sont venus après avoir dîné, s'être douchés et c'était blindé. Il y a eu plus de 1 000 personnes et la soirée était exceptionnelle avec les DJ Back to Basics et Dirty Swift, qui ont cartonné et ça a marché et ces 3 moments un peu sont des moments forts pour moi, ouais. C'est un truc que j'ai remarqué, c'est que d'habitude, c'est un peu historique, il y a toujours une soirée des athlètes après l'événement et là, c'est la première fois où au final la soirée des athlètes était aussi celle, Ouais, des ça fait fans, partie quoi. des paris. C'est-à-dire que pour prendre un peu de recul, dans les paris qu'on a pris, il y a eu cette soirée Flag Festival avec, les délégations et les fans aussi du flag. Il y a eu le merchandising et il y a eu la billetterie. Il y a eu les communications sur le digital aussi. Tout ça, c'est des paris qu'on a pris pour passer un step, pour montrer l'attractivité du sport et le vendre différemment. Et ce Flag Festival, effectivement, très heureux qu'il fonctionne parce que pour être franc avec vous, au début, pas grand monde y croyait et j'ai poussé fort pour le faire parce que j'ai senti qu'il y avait un intérêt, notamment aussi parce que j'étais à Lahti au championnat du monde et j'ai compris comment ça marchait, machin, machin, machin. Et la Fédé internationale nous a suivis là-dessus, dit allez-y, faites. Et après, c'est une autre histoire, mais faites et on pense que ça peut marcher. Et en interne, chez Playground, on a tout fait pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que c'était la première fois que ça se faisait, donc il y avait forcément des questionnements. Mais au final, quand on voit que ça cartonne, et qu'il y a plus de 1 000 personnes, qui ont fait la fête pour célébrer cette compétition et franchement, il y avait quasiment tous les pays, pas tous, mais quasiment tous les pays et j'ai au moins une quinzaine de pays en tête, hein, que ce soit le Danemark, l'Espagne, enfin bref, plein de pays et l'ambiance était c'est toujours exceptionnel ce type d'ambiance parce que tu sens que c'est leur moment aussi aux athlètes, aux les fans, ils sont là, ils sont trop contents d'être là et ils se réunissent une fois tous les 2 ans et en tout cas, je suis content d'avoir pu offrir une plateforme sur laquelle ils ont pu s'éclater en sécurité, s'amuser et faire tout ce qu'il faut pour marquer le coup pour finir. C'était quoi toi ton meilleur moment, Tristan? Ton plus beau souvenir? Je vais aussi prendre la cérémonie d'ouverture. Moi, en vrai, je rentre dans le flag, là, on vient sur le Tristan perso, hein. Donc moi, je rentre dans le flag en 2019, donc avec, cette équipe de France, à Jérusalem la première fois et du coup, c'était, tu vois, ça te met aussi le parcours qui est fait que de se dire, «Putain, on a monté ça, c'est parti» et moi, les moments importants, enfin, tu vois, voir Scott et Elisa prendre cette position de leader des athlètes de cette compétition, le discours et cetera. Enfin, tu vois, pour moi, ça marquait beaucoup de choses sur le parcours et quand derrière ça, tu as un de tes meilleurs potes qui monte sur scène en te disant, «On lance le flag et on est dans le pro» et tu te dis, «Ouais, putain, en fait, ce truc-là qui est né il y a quelques années, en fait, ça a pris du sens autour de toi et c'est en train de se matérialiser là». Et le deuxième truc, parce que enfin moi ça compte, c'est tous les élèves et particulièrement ceux que je connaissais bien, qui étaient là dès le jeudi au bord, tu vois, ces gamins qui étaient trop contents de voir les gars jouer, aller faire des câlins à Vincent parce qu'ils l'ont vu et qu'il a eu la gentillesse de venir à l'école la semaine d'avant, leur faire des choses comme ça. Tu vois là, c'est putain, tout ce truc global là, c'est en train de créer du bonheur chez des gosses et peut-être que certains se mettront au flag. On a vu la hausse des licences, flag, l'année dernière, avec les chiffres plus exceptionnels. Félix et les équipes, bravo, ils savent ce que je pense de ces communications. Et alors, petite, question maintenant, heu, c'est quoi un peu cette réussite un peu de cet événement, qu'on peut parler peut-être de réussite, comment ça aide à préparer les JO de Côté 2028? RIFAF, tu veux dire? Pour vous, l'IFAP? Tout à Bah, fait. ça aide parce que déjà, ça envoie des équipes qualifiées pour la prochaine coupe du monde, ça me facilite la vie pour la coupe du monde. Non, ça ce serait, à mon sens,
décorrélé et pas humble du tout que de dire que ça aide pour les JO. Les JO, ils les feront sans nous. Enfin, je veux dire d'un point de vue événementiel et livraison, tu vois? En revanche, ce que je crois, c'est qu'on a mis, encore une fois, une première belle base, une première brique vers un flag qui ressemblera à tous ces sports dont on a parlé là depuis plus d'une heure, au plus haut niveau, parce que les athlètes méritent ça, parce que c'est des vrais athlètes, putain de merde, et qu'en fait, quand on parle de Los Angeles 2028, il faut qu'aux yeux du grand public, ce soit pas un gap complet entre soi-disant des gens qui s'amusent avec un poule renard vipère et des Olympiens, parce que c'est pas vrai en fait, c'est déjà des Olympiens tous ces gens-là, tu vois. Donc il faut que nous, avec encore une fois nos partenaires, quand je dis nous, la série FAF, nos partenaires, on soit juste capable de prouver à tout le monde que c'est le cas et que le sport a cet intérêt-là. Et je pense qu'une des belles choses enfin, une des plus belles réussites dans cette vision et cet avenir, c'est tout le reach médiatique dont on avait brièvement parlé, qu'il y a eu autour. En fait, il y a rien de mieux que ma grand-mère qui m'a vu passer sur France Télévisions pour parler du flag et qui a capté ce que c'était. Ça veut dire qu'on est rentré dans des foyers partout, parce qu'elle, elle a rien compris en vrai, rien. Mais toutes les autres personnes fans de sport, nos potes, tu vois, le poule renard vipère, on t'a pas dit ça en blaguant, c'est qu'on on va se faire des soirées avec des potes et t'en as qui comprennent pas le flag et qui dans la déconne vont aller là-dessus. Et en fait, tous ces gens-là, Bien on a sûr. besoin de leur montrer que non, en fait, arrêtez vos conneries. C'est un vrai putain de sport. Les athlètes, là, ce qu'ils font sur le terrain, personne d'entre vous n'a la centième de capacité de faire ce qui se passe. Donc arrêtez vos bêtises. Et ça, il faut un contexte pour pouvoir le prouver, pas juste le dire. Je peux donner un élément, Et Tristan, c'est quoi les prochaines grandes étapes pour le flag football en Europe? Eh ben, en Europe, pour les nations qualifiées, ça va être la Coupe du monde l'année prochaine en Allemagne, donc à Düsseldorf, au mois d'août. Pour les autres, ça va être pour le moment un retour dans leurs championnats domestiques nationaux, parce que AFF n'a pas encore trouvé et craqué le code pour dupliquer ce nombre de compétitions, pour pas imposer des coûts stratosphériques aux équipes. Donc à l'échelle européenne, c'est pour les qualifier les mondiaux là-dessus, et puis déjà préparer les championnats d'Europe 2027 qui eux seront qualificatifs pour le tournoi de repêchage pour les JO. Et là, je pense que ça va être un enjeu colossal pour toutes les nations qui ne se seront pas qualifiées aux Jeux en 2026. Un petit message à passer aux bénévoles, aux arbitres ou aux fans qui ont rendu l'événement possible? Moi, juste un merci, parce que je pense qu'il y a tout derrière ce mot. Comme tout est dans ta question, sans eux, c'est pas possible. Et toute cette armée là de bénévoles, on fait le discours d'accueil que je rentre dans cette salle là, c'est le mercredi, je crois qu'on fait ça le mardi ou le mercredi. Tu ouvres les yeux, tu vois tous ces gens habillés en Dahomey, c'était rigolo d'ailleurs, tous en bleu là, l'équipe de Schtroumpf. Mais mec, enfin moi à échelle IFAF, j'en ai jamais vu autant réunis au même endroit, tu vois. Et je pense que ce vrai gros pas en avant sur la livraison de l'événement, on met de côté le stade, les WC, toutes ces choses-là, les OA, tout ce truc-là qui est dans le dur, j'ai envie de dire. La vraie avancée, la vraie preuve de ce tournoi, c'est que quand il y a du monde qui connaît son boulot et qui est capable de donner du temps, on est capable de livrer beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus de choses. Et c'est ce qui a été le cas. Donc tous ces gens, qu'est-ce que je te dis, à part merci, franchement les fans, c'est ouf d'avoir eu autant de monde. Il y a eu des arrêts maladie ou des RTT qui ont été posés, c'est pas possible, tu vois. Mais juste trop bien. Merci d'avoir cru et d'avoir donné ce que vous aviez vous à donner dans le projet, parce que sans ça, ça n'existe pas. Et déjà, effectivement, grosse dédicace, un grand merci à la team Playground qui ont bossé là-dessus, qui ont cravaché pendant des mois et non-stop. Il y avait quand même du monde derrière, mais bon, je vais en oublier, mais c'est pas grave, pour faire court, évidemment, Juliette, Pauline, Sophie, Edo, Cécile, Blaise, Jules, Mathéo, Lenny, la totale quoi, enfin tous les autres. 200 bénévoles, quand même ça fait quand même la différence. Sans eux, c'est indispensable, enfin c'est ingérable. Donc c'était quand même un bonheur. Voilà, c'était une belle réussite. Heureux de l'avoir fait avec vous, en tout cas. Un beau mot de la fin et pour clôturer, j'aimerais qu'on puisse parler de ce beau petit pull Dahomey qui est devant vous. Effectivement, c'est partie du merch de Sergio Dahomey, effectivement, un des hoodies, un des derniers qu'on a pu garder Bien sûr. pour exprès pour cette interview. Et j'aimerais qu'on puisse proposer du coup de le faire gagner à un interlocuteur. Sincère. Et mon idée, c'est que on va faire un petit jeu sur Instagram, tu vois, partage de Déjà un post pour comme celui ça. qui a eu le courage Et en d'aller même jusqu'au bout temps de ce podcast interminable, il sera un exactement. à Non, mais jouer. c'est pour ça, j'aimerais que
on se fasse un truc là, sur cette fin d'épisode qui fait que si la personne le fait, ça double les OK. chances de gagner. OK, Tu OK, vois? ça marche. Avec On le dit à on le dira pas sur, les réseaux, mais genre on va mettre, un post, on dira: «Partagez ce post-là pour, pouvoir participer au tirage au sort». Mais ceux qui écoutent là, si dans ce post-là, disons, ils commentent, en disant leurs meilleurs souvenirs, de la coupe d'Europe, ça fait double chance de Ouais, gagner. c'est pas Qu'est-ce que vous mal en ça, pensez? OK. Partagez votre meilleur souvenir, effectivement. Partagez le meilleur souvenir, de l'Euroflag 25 et ce pull-là qui est un des tout derniers effectivement, sera réservé pour vous donc précise donc qu'il faut pas se chercher à Paris quand même. ouais effectivement, c'est à Paris, venir récupérer à Paris donc vous nous enverrez un Eh, je m'engage à l'envoyer, à payer l'envoi du oui, on pull si c'est en dehors s'organisera, de Paris. pas de souci pour ça. Donc on mettra un post, on dira aux gens: «Partagez-le pour, participer au tirage au sort» et ceux qui écoutent là, cette fin là, après je sais pas combien de temps d'épisode, si vous mettez aussi votre meilleur souvenir en commentaire, Let's ça go, double les chances. pull Dahomey made in Europe, valeur marchande 60 €, c'est de la qualité, vous allez garder très longtemps celui-là. Et puis genre dans 10 ans, ça sera Exactement. collector quoi, tu vois? Et c'est là qu'on aura et c'est là Bon en tout cas qu'on aura réussi merci quelque chose. Jérém, Quand merci tu sais, quand, Tristan ce pull-là, il partira sur eBay à 1 500 balles là dans 10 piges, là, on refera le podcast si tu veux et là on dira: «Mais voilà, ce choix stratégique d'utiliser Dahomey, incroyable quoi». ouais, c'est ça, ouais. Ça va pas enfler les caisses On de remerciera Playground par les contre, hein. bernaches du Canada pour ça. Non, merci beaucoup à vous tous les 2. Écoute, je vous souhaite, une très belle fin de semaine. À très vite, j'espère, sur des prochains événements, avec Eh ben, Jérém, écoute, et Playground. merci à toi, à bientôt. Comme d'hab, merci de laisser la place pour toutes ces petites discussions qui sont intéressantes pour nous, mais je pense qu'ils sont cool aussi à partager pour tout le monde. Je trouve que c'est ta grande force. Donc, c'est un peu long, mais c'est toujours très cool. Donc, merci pour ça. Merci beaucoup, à très vite. Ciao. Ciao.